On va laisser enregistrer. Croisons les doigts pour que ça marche, s'il vous plaît. Dieu du podcast, faites que ça marche parce que ça commence à me casser les couilles cette histoire. S'il vous plaît, amen. Croisons les doigts. Donc je croise les doigts et je dis 3, 2, 1. C'est parti. Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le Restons Connectés numéro 92, l'épisode d'actu. Cette fois-ci, je ne dis pas l'épisode hebdomadaire parce que ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas fait. La semaine dernière, tu n'étais pas disponible. Cette semaine, on a réussi à se caler. Et Dieu sait qu'on rencontre des problèmes techniques depuis tout à l'heure et que c'est la 5e fois que je fais cette introduction et que j'en ai marre. Mais c'est pas grave. On va croiser les doigts pour que cette fois-ci ça fonctionne. Surtout qu'on a pas mal de choses à dire et puis des sujets qu'on a envie d'aborder. C'est ça le truc, c'est que on a envie d'aborder ces sujets-là. Donc on va parler de Nassourdine, on va parler de la retraite de Jones, on va parler de Topuria, on va parler de plein de call-out. Donc voilà, il y a des choses à dire cette semaine. Et avant de commencer, déjà juste parce que j'ai oublié, tu vois, ça fait 5 fois que je la fais, cette fois-ci je rate mon truc, ma fenêtre pour dire que de toute façon le fait d'avoir 2 semaines sans actu, c'est pour vous échauffer un petit peu sur le fait que bientôt ça va être notre période de vacances, notre période qui est bénéfique puisque chaque année on fait des épisodes toute l'année, on fait pas vraiment de pause, donc là c'est pour nous, pour notre bien et pour notre famille, surtout le bien de notre famille. Ma femme, je vous dis, ça lui fait du bien quand je fais des pauses. On fera une petite pause cet été de quelques semaines, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de garder un petit peu quand même de contenu. Alors de contenu, c'est vite dit, mais il y a des combats qui nous intéressent déjà. On va essayer d'enregistrer à l'avance Dricus du Plessis contre Shimaev pour la sortir à peu près pendant cette période. Bien sûr, il y a des combats français, il y a des combats qui nous intéressent, donc soit je ferai des débriefs écrits comme j'ai l'habitude de faire, donc il faut nous suivre sur Facebook par exemple pour les débriefs écrits, soit j'essaierai de faire des petites capsules. On a dit qu'on allait peut-être se concerter, que je demanderais qu'on en discuterait avant et que je ferai une petite capsule de 2-3 minutes pour vous donner notre avis sur les combats, essayer de faire ça tranquillement. On va voir ce qui sera le plus simple et le plus réalisable dans notre période de congé. Voilà, je vais essayer de garder quand même ce petit lien, mais bon, voilà, c'est histoire de pas vous laisser orphelin de podcast pendant nos vacances. Donc voilà. Mais bon, on parlera de ça plus tard. Il nous reste encore quelques semaines de travail. Donc on va déjà vous parler de notre sponsor, le sponsor du podcast, Import Fight, qui est un site de textiles et de matériel de sport de combat, boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur le site Import Fight, que ça soit Primo, Hit and Move ou Corner, ces marques-là qui sponsorisent de grands combattants comme Alex Pereira, comme Belal Mohamed, comme Anthony Pettis et bien d'autres. Comme moi aussi. Et comme toi, c'est vrai que tu as le t-shirt Corner aujourd'hui. Donc voilà, c'est ici, c'est des marques qui sont de qualité. Vous allez les retrouver souvent, d'ailleurs, sur les Embedded et sur les Countdown, puisque Corner, par exemple, c'est une marque qui est très utilisée aux États-Unis pour le MMA. Donc voilà. Si vous voulez aller acheter sur ce site, vous avez le code TATAMI10 avec 10% de réduction sur tout le site. Le lien est en description. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est en description que ça se passe. On va commencer rapidement avec le gros sujet qui nous anime, on sait qu'on est dans la culture de l'instant, donc ça anime plus personne. À l'instant, on va en parler, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même donner notre avis. La retraite de Jon Jones, c'est important et c'est des boires avec la justice aussi. Donc Dana White l'a annoncé dans la conférence de presse après Bakou. Alors tu vois, là on est déjà plus à Bakou, on est au 317, mais bon, c'est pas grave. Il a dit Jon Jones nous a appelé pour annoncer sa retraite. Jon Jones annonce qu'il est officiellement à la retraite. Thomas Spinal devient le champion des poids lourds de l'UFC. Et Jon Jones, lui, a officialisé sur X plus tard en disant « Aujourd'hui, j'annonce officiellement ma retraite de l'UFC. Cette décision fait suite à une longue réflexion
Et je tiens à prendre un moment pour exprimer ma plus profonde gratitude pour le parcours que j'ai vécu au fil des années. Depuis la première fois où j'ai mis les pieds dans l'octogone, mon objectif a toujours été de repousser les limites de ce qui était possible dans ce sport. Devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, défendre mon titre face à certains des meilleurs combattants du monde, et partager des moments inoubliables avec des fans du quatre coins du globe. Ce sont des souvenirs que je chérirai pour toujours. J'ai connu des sommets, non, des sommes aussi, tu me diras, des Ouais, des sommets sommes aussi, ouais. incroyables, mais aussi des périodes difficiles. Chaque épreuve m'a appris quelque chose et m'a renforcé en tant que combattant, mais aussi en tant qu'homme. Je tiens à remercier l'UFC, Dana, Hunter, Lorenzo, Dieu, ma famille, mes coachs, mes coéquipiers, le boulanger du coin, le charcutier et le Le livreur dealer de aussi. pizza. Et mon dealer exactement, ainsi que tous les fans qui m'ont soutenu à chaque étape. Votre soutien est indéfectible et votre confiance a été mon pilier. À mes adversaires, merci d'avoir fait ressortir le meilleur de moi-même et pour le respect que nous avons partagé en dehors de la cage. Donc dans et en dehors de la cage. Il finit en disant: alors que je ferme ce chapitre de ma vie, je me tourne vers de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le MMA fera toujours partie de moi et je suis impatient de continuer à contribuer à ce sport et en inspirer d'autres. Autrement bien sûr. Merci à tous d'avoir fait partie de cette aventure exceptionnelle. Le meilleur reste à venir. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que Ariel Helwani, et John Jones aussi l'a dit après, enfin il y a eu plusieurs sources qui l'ont dit que en fait on sait depuis plusieurs mois que Jones souhaite prendre sa retraite, mais que ils ont tout fait pour le convaincre de combattre, mais sans succès. Donc déjà c'est ça, déjà pour Mais commencer, avant de parler de Dana White, déjà. ouais, ouais, bien sûr. Après, ça colle avec la version que Jones avait donnée. Justement, on en a parlé dans la dernière fois qu'on a parlé de ce sujet, c'était ça. C'était sur l'intervention Mhm. de John Jones qui disait qu'il avait donné ses intentions à l'UFC depuis bien longtemps, mais que c'est eux qui souhaitaient le conserver en tant que champion pour leurs raisons. Et dès qu'il a dit ça, tu vois, dès qu'il a dit ça, Dana s'est empressé de dire qu'il prenait sa retraite. Alors il y a ça, et puis il y a aussi peut-être ces déboires Et il avec y a la le justice, problème de puisque justice. c'est ça, c'est Dana White qui dit, il nous a appelé. Alors lui, il explique hein, l'appel qui a été fait entre les deux. Il nous a appelé et il a simplement dit, tu sais quoi, je pense que j'ai terminé, je veux prendre ma retraite. Ça a été une belle aventure et je vous remercie pour tout. Alors j'aime bien parce que cette phrase est sûrement vraie, mais c'est la temporalité de cette phrase que on peut contester peut-être. Donc tac tac, on lui a dit pourquoi tu ne dors pas un peu là-dessus et si demain matin tu ressens toujours la même chose. Euh, je pense. Attends. Et si demain matin tu ressens toujours la même chose, trois petits points. Je pense qu'on ne sait jamais ce que traverse John Jones. Le lendemain, on découvre qu'il fait face à des soucis judiciaires, donc on ne sait pas du tout ce qui entre en ligne de compte dans cette décision. Il a été très clair. Il voulait prendre sa retraite et je ne suis pas en désaccord avec lui. Voilà ce qu'a dit Dana White. Écoute, je moi je pense hein, honnêtement que Dana effectivement voulait garder John Jones sous le coude et pour des raisons justement de deal avec Netflix, Négociation. ça c'est sûr. Il y a un argument qui a été donné, je sais plus par qui, je crois que c'est par Alex Herbinet, qui disait qu'il était à 60 jours de battre le record de détention de ceinture de Ken Velasquez. 62 jours, je crois, quand il a annoncé la retraite. Et bizarrement, enfin, tu sais, normalement, il aurait pu tenir justement ces 2 mois en plus avant d'annoncer la retraite de John Jones. Tu vois, si vraiment c'était le cas et que Dana White était au courant depuis des mois que Jones voulait prendre sa retraite. Et en fait, c'est possible que ça soit son problème, encore une fois, avec la justice. Enfin, avec la justice. Encore un problème surtout extra octogone, tu vois, de Connor. Ouais, ça aura pu être aussi, tu me diras, de John Jones. Ouais, c'est pareil. Tu sais, au bout d'un moment, les problèmes se mélangent dans nos têtes. Qui a fait que bah ils ont précipité en fait cette déclaration, parce que c'est vrai que ça colle. C'est juste après ce problème-là que tout soit sorti, ou pendant, dans la même temporalité que Dana White annonce la retraite de John Jones. Ouais. Je sais pas si c'est ça qui a vraiment impacté le fait qu'il les révèle maintenant. Le problème, il est, ouais, c'est un problème, c'est habituel pour John Jones, tu vois.
le problème de justice qu'il a là, c'est quelque chose d'habituel, donc c'est pas, je suis pas sûr que c'est ça qui va plus choquer le public américain que, tu vois, c'est devenu une routine un peu. Certes, mais bon, là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de pousser, tu sais, qui étaient en train de poser beaucoup trop de questions sur le fait de pourquoi il conserve sa ceinture, tu sais, jusqu'à maintenant, il y avait ce truc de combat qui pouvait se faire dans l'immédiateté, tu vois, à tout moment, le combat, il pouvait se faire. Maintenant, si John Jones, il est dans un énième procès ou quoi que ce soit, ça décale d'autant plus, et les gens, ils avaient pu, tu sais, quand il dit, tu vois, je pense qu'il était sincère quand il disait qu'est-ce que c'est que 200 000 personnes qui signent une pétition alors qu'il y a des millions de personnes qui regardent le MMA et ça n'a pas de valeur. Certes, quand les gens pensent que ce combat peut se faire dans 2 mois. Là, quand tu sais que ça peut le décaler d'autant, il y a un moment où de toute façon, les gens, la patience de certains qui étaient encore là, tu vois, ne sera plus là enfin, tu sais, après cet événement-là, après le problème, parce que il est accusé de quoi, John Jones? Quand tu dis effectivement que c'est quelque chose dont on a l'habitude, c'est vrai, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un délit de fuite après un accident de John Jones, puisqu'il a été accusé une nouvelle fois d'avoir fui les lieux d'un accident de la route. Il y a deux versions qui s'opposent. L'avocat de John Jones dit que c'est Jones que Jones ne conduisait pas et qu'il n'était même pas dans la voiture et que cette femme l'a accusé pour éviter d'être condamnée pour conduite en état d'ivresse. La femme, elle, qui a été retrouvée dans la voiture à moitié nue puisqu'elle était habillée que du haut et pas du bas, et elle aussi alcoolisée et visiblement sous champignons, parce que les deux visiblement étaient alcoolisés et sous champignons. Jones et la femme dit qu'il était en train de conduire, que c'était lui qui conduisait et qu'il a fui après l'accident. D'ailleurs, elle a appelé tout de suite John Jones au téléphone et il y a une vidéo de la police d'Albuquerque qui est sortie, tu sais les caméras qu'ils ont pour leurs interventions Hmm. où justement on entend alors c'est pas dit texto que c'est John Jones, mais la voix elle est assez la voix de John Jones elle est assez reconnaissable, où tu l'entends parler au téléphone, où il dit que bah justement, enfin il a des propos qui sont pas du tout clairs en fait dessus. Il dit que comment dire que il y a des gens, ses frères, qui pourraient tuer quelqu'un s'il lui arrive quelque chose. Tu sais, comme s'il avait peur tu sais, de la manière dont je le comprends, tu sais, peur d'une George Floyd un petit peu. Tu vois s'il Ouais, m'arrive quelque chose, la fille elle peut mourir. Mes frères ils peuvent tuer pour moins que ça. Enfin, tu vois, il y a des menaces. C'est pas la première personne que je menace. Il dit c'est pas la première personne que je menace, mais la deuxième personne que je menace cette année. Alors tu sais, quand j'entends ça, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me rappelle les menaces soi-disant de mort qu'il avait fait à l'agent antidopage. Tu sais, ouais. donc ça pourrait coller, tu vois, cette histoire-là. Donc voilà, c'est pas très clair cette histoire. Même quand je l'ai relu plusieurs fois, j'ai écouté le texte en anglais. Enfin tu sais, j'ai écouté la vidéo 3 fois pour essayer de comprendre un peu tout. C'est vague, de toute Non, façon mais c'est. y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Y a pas grand-chose à comprendre. Ça me rappelle aussi. Alors je me rappelle plus de l'exact des attitudes du truc, mais il avait fait une série de tweets à un moment. Ça remonte maintenant, hein, mais des tweets qui n'avaient aucun sens. Je pense que Jones, quand il prend des drogues, il part loin, tu vois. Surtout s'il était sous champi, le mec est parti très loin. Et, c'est compliqué. Hein. Ouais, ben je suis d'accord, mais surtout qu'en plus de ça, enfin, tu sais, tu me parles de Jones, et tu vois, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai parlé de Connor. On sait très bien que Connor aussi, quand il était sous substance, il était le premier à prendre son Twitter et à faire n'importe quoi et à retirer ses tweets le lendemain, ou alors dans l'heure, quand il se rendait compte qu'il avait fait n'importe quoi. En fait, le souci, il est là, c'est que l'un comme l'autre, ils sont pris par leurs démons, qui entachent des carrières, alors, on va dire qu'ils sont de très belles carrières d'un côté comme de l'autre, parce que Connor il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait, tu sais, cette ascension fulgurante, le fait de prendre les deux ceintures, le fait de tu sais de devenir la superstar qu'il est de l'UFC, d'avoir Mm. gagné le plus d'argent possible dans ce sport. Tu vois, il a fait évoluer le sport d'un point de vue aussi financier, puisqu'il a fait monter les bourses de tout le Médiatique, monde, financier, ouais, médiatiquement. sur plein de points. John Jones, c'est la même chose sur d'autres points, sur le fait d'être dominant, d'être considéré comme le GOAT, d'avoir été chercher 2 ceintures, enfin, tu sais, d'avoir battu plusieurs légendes. Après, ça se débat. Il y en a qui disent que les légendes qu'il a affrontées ne sont pas vraiment des légendes. Il y en a qui vont entacher ça sur le fait qu'il a eu le dopage. Enfin, tu sais, qui vont mettre ça sur le côté Mm. extra sportif et tout ça, que c'est pas le champion qu'il aurait dû être.
et qu'il aurait pu être encore un plus grand champion. Certes, peut-être. Tu sais, c'est possible. Mais en tout cas, les deux ont marqué leur nom, tu sais, dans la discipline qu'est le MMA. C'est d'un point de vue mondial, d'un point de vue aussi all time. Et c'est deux personnes qui sont pleines de démons. Tu sais, c'est pas la première fois que tu m'entendras le dire, je sais pas si j'ai déjà dit dans le podcast, mais je crois que oui. Quand tu rentres dans une cage, c'est que déjà t'as un problème. Non mais, à ce niveau-là, c'est que Hum. déjà t'as un problème. Rares sont les gens sains d'esprit qui rentrent dans une cage, pour s'affronter avec deux mecs, enfin avec un autre mec comme ça, sans, avec un règlement certes, mais avec cette envie d'aller en découdre avec n'importe qui et d'avoir surtout ce jusque-boutisme, tu vois, ce manque de frein mentaux, tu vois, d'aller faire mal à son adversaire pour survivre et pour gagner et pour rester invaincu le plus longtemps possible. C'est que t'as déjà des problèmes. Après ces problèmes-là, après ils sont Ouais, traités de bien sûr. différentes manières. Il y en a qui les traitent avec des produits et des substances. Ouais, ouais, c'est aussi vrai bah, dans tous les sports de combat de toute façon, hein. Il y a plein d'exemples en boxe anglaise aussi. C'est c'est le lot de plein de grands champions. En plus, comme c'est des superstars, bah forcément tous leurs méfaits sont exposés. Donc ouais, bah, écoute, il y a pas de surprise, hein. On- Il a toujours été comme ça, tu vois. C'est pas une descente aux enfers finalement. C'est pas un mec. On est habitué à ce John Jones en fait. C'est juste triste que plus le temps passe et il fait les mêmes erreurs quoi. Tu vois, tu te dis à un moment, tu dois atteindre quand même une certaine maturité et visiblement non. Ouais, je suis d'accord. Après, tu sais, je pense que les périodes d'inactivité, tu sais, encore une fois, les moments où t'es pas dedans, ou enfin quoi que lui, tu me diras les périodes d'inactivité, oui et non, parce qu'il était aussi, tu vois, quand il a affronté Cormier, il avait dit, regarde ce que je t'ai fait après avoir fait une semaine de coke, tu vois, sans m'être entraîné, tu vois. Alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Ça, seul lui le sait. Est-ce que c'était du trash talk ou pas, tu vois? Parce que tu sais, je vais te prendre un autre exemple dans une autre discipline, Gordon Ryan, tu vois. Gordon Ryan qui serait capable de sortir un truc dans le genre. Tu vois, de dire je suis tellement dominant en fait que même sans m'entraîner, même en étant drogué, même en étant tu vois blessé, diminué, mes problèmes d'estomac, même tu vois, je vais te battre. Mais au final, on sait très bien que au fond de ça, c'est des bosseurs de ouf, c'est-à-dire que je pense pas que sur des grands fights comme ça, John Jones par exemple ne soit venu sans être préparé. Tu vois, je pense qu'il était préparé à chaque fois. Je pense que les fights où il était moins préparé, c'est des fights où il ne croyait pas en l'adversaire, où il savait que l'adversaire était plus facile entre guillemets. Tu sais, encore une fois, on Ouais. le redit, Dominique Reyes, tu vois par exemple, Anthony Smith, tu vois Dominique Reyes, les combattants comme Mais ça, toute tu vois, cette c'était partie de carrière, en fait, hein. Toute cette partie de carrière, on en a déjà parlé, il y avait une certaine lassitude et c'est vrai que tu sens que le mec ne s'entraînait plus. eh oui. Donc c'est pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal quand on vient me parler de ces combattants, de ces combats-là, tu sais, en disant oui. Oui, mais regardez, John Jones, il avait des failles. Oui, regardez, il aurait dû perdre ces combats-là. Oui, certes. Mais t'avais un quart de John Jones qui était dans la cage. Et il était juste un quart de John Jones, c'était au niveau de ces personnes-là. Si c'était préparé comme il se préparait avant, parce que c'est un bosseur, John Jones, à la base. Si c'était préparé comme quand il affrontait justement les Shogun Rua, les Machida ou toutes ces personnes-là, je pense que Rampage, bah ouais, ouais, Dominique Reyes, il le finit au premier round. je pense aussi. Donc donc c'est pour ça, tu vas prendre ces exemples-là. Pour moi, c'est pas les exemples les plus parlants, tu vois. Et puis quand t'arrives en fin de carrière, tu sais, la dernière fois j'écoutais Mandal et puis t'avais Hannes qui était là en train de critiquer John Jones, machin, et qui disait pour moi c'est pas le GOAT parce que tu vois je préfère un Georges Saint-Pierre parce que déjà il a j'ai aimé les arguments. Je préfère un Georges Saint-Pierre parce qu'il a accordé des revanches, il a su revenir de défaite et puis parce que il était plus dominant. Il n'y a jamais eu de combat litigieux. Alors déjà, il a accordé des revanches parce qu'il y a eu Il y a il y jamais a eu de eu combat des. litigieux, Georges Voilà, Saint-Pierre. laisse-moi finir sur cela. D'abord, on y va dans l'ordre parce que je suis d'accord avec toi. Tu sais, il a accordé des revanches, mais parce qu'il a eu des défaites déjà pour commencer. En plus, John Jones a accordé des revanches aussi, mais alors que sur des victoires, parce que Daniel Cormier l'a affronté deux fois. Est-ce que je sache, tu vois, par exemple, Et si on prend juste cet Gustafsson aussi. exemple-là.
Gustafsson aussi. Alors que il était, tu vois, il aurait très bien pu, tu sais, comme les gens pensaient qu'il avait perdu ce combat pour certains, il aurait très bien pu dire je m'arrête là. Non, il l'a repris. Il a été gagné avec la manière, en se préparant correctement cette fois-ci. Et les combats litigieux, je suis désolé, mais Georges Saint-Pierre, il a fini sur un combat litigieux. Rien que celui-là déjà. Hendricks. Ah bah, le combat contre Hendricks, il est litigieux. Il y a bon après ça reste des critiques d'un mec qui a perdu. Mais il y a plusieurs fois BJ Penn qui l'a accusé de mettre de la vaseline sur son corps justement pour éviter les soumissions. Et c'est Bien sûr. ressorti plusieurs fois ce truc. Donc non, il y a des petits. Après, de toute façon, on n'est pas là pour faire ce débat-là parce que le GOAT, encore une fois, moi qu'on dise que c'est Georges Saint-Pierre, il y a aucun souci. Il mérite sa place de GOAT, que ce soit Fedor, que ce soit Georges Saint-Pierre. On en a parlé 1000 fois. Mais dire que Jones n'est pas un GOAT, tu vois, là, je dis au sens large, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, puis surtout mettre de côté, tu sais, amplifier le fait que parce que effectivement, John Jones, comme il a des problèmes en dehors de la cage, donc on vient maximiser ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, ses doigts dans les yeux, tu vois, les high pokes, les trucs un peu sales qu'il a fait, tu vois, les frappes, les sides dans les genoux. Alors autant les doigts dans les yeux, je suis d'accord, il en a fait une masterclass, mais c'est illégal. Les sides dans les genoux, je suis désolé, mais c'est pas interdit, donc il l'a fait, c'est sale, mais il l'a fait, tu vois. Maintenant, tu vois, quand tu prends Ouais, l'exemple je sais de plus où j'ai vu ça. Je sais plus, j'ai écouté un podcast qui parlait de ça. Euh, sur le fait donc ouais, les coups dans les genoux, tu sais, quand il venait tordre le bras, là, à Glover, par exemple, quand ils sont Mhm. clinch. Mais les gars, c'est du génie, en fait, ça. Pour moi, hein. Alors, c'est sale de fou, hein. Mais t'es là pour détruire ton adversaire, non? À ce niveau-là. En plus, à ce niveau-là, on n'est pas sur une compète amateur, là. On est pour la ceinture de champion de l'UFC. Et en fait, Ouais. lui, il te montre que oui, il est prêt à casser ton corps. T'as signé pour ça, de toute façon. T'as signé ta décharge. Tu sais ce qui t'attend quand tu rentres dans la cage. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que c'est encore plus beau Moi, quand c'est, tu le fais proprement. Mais tu sais ouais, ouais, quand tu ouais. mets un coup de coude et que t'ouvres un mec, tu sais, tu à coup de coude, c'est pas moins sale que de mettre un. Alors on va dire que ça se répare plus facilement, tu vois. Mais tant que Voilà. c'est légal, c'est C'est légal. moins traumatisant. C'est vrai que quand t'affrontes un mec comme John Jones, tu sais que potentiellement tu risques la fin de carrière. Ça, oui, c'est une vérité. Maintenant, écoute, libre à toi d'essayer de lui faire la même chose. Tu vois, Par il te exemple. le fait, mais lui aussi s'expose à ça. Donc, moi, c'est pas des choses qui me dérangent de voir ça dans la cage. Les doigts dans les yeux, oui, c'est dérangeant. Les doigts dans les yeux, parce que c'est interdit. Mais à partir Hum. du moment où tu joues avec le règlement de ce qui est autorisé, c'est un sport violent. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu sais, moi j'ai fait le tour du monde des pays de l'Est pour le MMA amateur, pour le pancration, pour tous ces trucs-là. Tu sais, des dingueries, des gens qui ont gagné des combats en faisant des dingueries, j'en ai vu, surtout, tu sais, dans des circuits comme ça. Tu sais, un mec, je sais pas, un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais un mec qui était ceinturé, tu vois, turtle position, il était ceinturé, il a fait quoi le mec? Il a pris le doigt, il lui a cassé le doigt, par en dessous, l'arbitre n'a rien vu, le mec il avait le doigt tout tordu, mais ça s'est pas arrêté, il a continué à combattre, il a été chercher sa victoire comme ça, en faisant créer un handicap chez son adversaire. C'est dégueulasse d'avoir fait ça. Et l'arbitre, tant qu'il dit rien, tant qu'il n'y a pas de sanction, bah malheureusement, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, oui, c'est sale. Oui, on peut dire que c'est dommageable. Alors, je vais être très honnête parce qu'avant qu'on se fasse défoncer dans les commentaires, moi, je suis le premier à dire à mes élèves qu'il faut gagner de la meilleure des manières, qu'il faut rester bah, smart, qu'il faut respecter le règlement et que si t'es suffisamment technique, normalement, il y a pas de problème. Tu vois, tu remporteras ta victoire quoi qu'il arrive. Tu m'as déjà entendu le dire. J'aime pas les trucs sales, j'aime pas le trash talk, j'aime pas quand tu fanfaronnes après une victoire. Tu vois, j'aime pas ça. Tu vois, j'ai un de mes élèves là, il y a un mec qui est venu, qui a failli lui arracher complètement l'épaule parce que c'était sa première compète en débutant. J'ai gueulé, son coach lui a dit, il a raison de gueuler. Tu fais pas ça, tu blesses pas un adversaire comme ça. Maintenant, on est, comme tu l'as dit tout à l'heure. Par contre, on est au sommet de la compétition. C'est-à-dire que quand tu prends un combat pour le titre, je vais prendre un exemple sur l'UFC, tu prends un combat de début de carrière à l'UFC et tu prends un combat pour le titre, l'arbitre t'arrêtera moins facilement pour le combat pour le titre qu'en début de carrière. Ça, on le sait, c'est dit, c'est fait.
On le Bah sait, oui. qu'ils te laissent aller plus loin, tu vois. Dans ce cas-là, si on joue là-dessus, pourquoi un arbitre n'arrête pas une soumission avant la fracture? Tu vois, quand t'es à l'UFC. On a vu Ouais. combien de personnes aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la fracture. L'arbitre, il pourrait très bien estimer que la clé est très engagée et arrêter, comme on le fait chez des débutants. Non, il laisse aller à la fracture. Parce que c'est aussi la responsabilité du combattant qui est en face, qui sait où il va et tu sais ce qu'il fait et que s'il tape pas ou s'il accepte, c'est qu'aussi il est conscient du danger et que bah malheureusement aussi il prend ses responsabilités là. Et lui il est là pour gagner quoi qu'il arrive aussi, tu vois, qu'il se fasse blesser ou pas. Ouais. Ouais, non, pour ça, moi, ce combat, ce débat, je le comprends pas spécialement. Euh, Écoute, maintenant, si on avance sur le point, le fait qu'il prenne sa retraite, je trouve ça dommageable de le faire de cette façon-là. Mm, Parce que finalement, ça le fait sortir par la petite porte. Tu vois, j'aurais préféré, comme je te le dis depuis le début, hein, pour moi, le combat contre Stipe, ça aurait dû être le dernier. Tu posais les gants au milieu de la cage à ce moment-là, et fin de l'histoire. Voilà, tu partais sous les yeux du public et les applaudissements, et tout finissait bien. Là, ouais, c'est une petite sortie, quoi. Eh ben oui, je suis d'accord. Quand tu vois la carrière du mec et de voir que ça se passe en 3 minutes, et encore 3 minutes, je suis gentil, après une question dans une conférence de presse, c'est pas ouf. Maintenant, il y avait soit ça, soit aussi ce que je répète, c'est que c'est aussi un peu de la faute de l'UFC entre guillemets, tu vois. Mais quand il y a des mois, parce que on oublie qu'il y a des mois, juste après Miocic, il avait parlé de laisser sa ceinture. Il l'avait dit directement. Il avait dit, moi, je suis prêt à laisser ma ceinture. L'UFC ne l'a pas fait. Je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà, c'était le début du cheminement de son travail de retraite dans sa tête, tu vois. Après, il a tenté les 30 millions, mais il s'est dit, ouais, on s'en fout, 30 millions, j'ai pas besoin, tu vois. Ou peut-être que, je sais pas, ou peut-être que moi, j'entends l'argument, tu sais, quand on dit oui, il a refusé Aspinal, il a évité Aspinal, peut-être. Peur d'Aspinal, jamais. Est-ce qu'il a refusé Aspinal parce qu'il l'a évité il a évité d'avoir ce mec-là dans sa carrière, peut-être. Et je comprendrais pourquoi. Comme on l'a dit et comme je l'ai déjà dit, le mec il est là, il a pas une grande hype, il a affronté personne, il est dangereux, c'est une nouvelle génération. Il a déjà battu une troisième génération en la période de Gann. Tu vois, il a déjà fait le travail. Il a déjà, même si j'entends l'argument de, il y avait un chemin pour Gann, il l'a vu et il a pas vu le chemin pour Aspinal. Ok, j'entends. Mais qu'est-ce que ça lui apporte de plus à ses legacy? Alors si, ça lui apporte plus parce que quand tu bats deux personnes, les deux plus grands noms de la nouvelle génération, c'est sûr que là, bon bah voilà, t'es indétrônable. Ok. Mais en vrai, il l'a déjà fait. Et derrière, en termes de hype, ça lui apporte pas grand chose. Tu vois, il a déjà affronté des grands noms. Lui, il voulait laisser sa ceinture. Il voulait un dernier fight contre Pereira qui lui voulait monter en lourd et lui il voulait affronter Pereira. C'était un combat qui était plus prenable pour lui et qui avait en termes de notoriété beaucoup plus de valeur. Parce que Pereira a deux ceintures dans deux catégories différentes, parce qu'il avait déjà détrôné combien de champions, tu vois, combien de champions il a détrôné Pereira, je sais même plus tellement il y en a. Je crois qu'il a Euh, battu 5 anciens champions. c'est ça, en tout. Donc il y a un storytelling, donc il y avait quelque chose autour de ce combat. Et il voulait monter en lourd. Alors certes, on sait très bien que John Jones avait 90% de chances de gagner ce combat. Tu vois, très clairement. Mais tu le laisses faire ce combat-là, et là, il sortait par la grande porte, pour de vrai. Tu vois, tu lui donnais un dernier super fight, parce que c'est ça, hein. Tu sais, on parle souvent, tu sais, pour les gens qui sont plus au niveau, tu sais, quand tu vois, on le dit pour certains combattants, qui sont plus au niveau, qui auront pu chercher la ceinture, on dit, ouais, il faudrait qu'ils prennent des super fights. Tu vois, que l'UFC Mm. les remercie en les gratifiant de money fight. Bah là, c'était un dernier money fight qui avait pas d'enjeu. La KT, elle aurait continué, elle aurait pris Aspinal comme champion depuis longtemps. Il n'y aurait pas eu tout ce débat sur qui est le vrai champion, pas le vrai champion, ou ceci ou cela. John Jones, il finissait avec une victoire. Il mettait les gants dans la cage. Alors, il y aurait forcément des gens qui l'aiment pas et qui l'auraient critiqué en disant oui, mais c'est Pereira, oui, mais il est pas dans sa KT, oui, mais il a pas de lutte, oui, mais ceci, oui, mais cela. De toute façon, il y aura toujours des détracteurs. De toute façon, il y en aura quoi qu'il arrive. La preuve, c'est que là, il y en a. S'il avait battu Aspinal, il y aurait toujours eu même en battant Aspinal, il y a toujours des gens qui auraient pu le critiquer. Tu vois. Donc là, bah, tu le faisais finir par la grande porte, tu mettais une vidéo qui retraçait sa carrière, tu vois, tu faisais ça en grande pompe, et puis au moins, bah, tu rendais hommage à une de tes plus grandes stars. Là, l'UFC, encore une fois, a chié dans la colle. Ils ont voulu imposer ce qu'ils voulaient.
c'est-à-dire un combat contre Aspinall. Ça c'est pas fait. Comme pour Connor, quand il a dit je veux combattre 3 fois dans l'année et qu'ils lui ont dit ouais écoute frérot tu vas attendre. Et en fait finalement ils l'ont cramé. Parce qu'il y a, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure des problèmes psychologiques et traités par la drogue et par l'alcool, tu sais, il y a un peu de ça aussi. Moi je pense que tu sais dans ces histoires, attention, chacun est responsable. Comme pour tout à l'heure quand on disait pour les champions, quand tu combats pour un championnat t'es responsable de ta santé. Dans la Hmm. vraie vie t'es responsable de ta santé. Mais quand l'UFC te met des bâtons dans les roues, tu vois, te fait des trucs, des coups de Trafalgar en, tu sais, en soum soum, tu sais, dans l'arrière-boutique, en te disant, bah, tu vas pas combattre pour telle raison, tu vas pas affronter lui pour telle raison, on va t'imposer ci, on va t'imposer ça, non, tu vas attendre, non ceci, non cela. Mais quand tu sais que les combattants sont aussi très fragiles psychologiquement, derrière, tu peux, bah, tu sais, ruminer, puis après, derrière, bah, tomber dans un truc qui va t'empêcher de ruminer aussi, tu vois. Ouais, mais là, je pense pas qu'on peut. Ça, on accuse souvent l'UFC de plein de mots. Je pense pas que dans cette affaire-là, ils ont influencé Jones en quoi que ce soit. Je pense que lui, la situation lui convenait aussi, parce qu'il l'a dit de toute façon, hein, il n'a pas attaqué l'UFC. Hein. Non, il n'est pas rentré en clash avec l'UFC dans sa déclaration, puisque lui-même en a bien bénéficié, puisqu'il le disait lui-même qu'il était grassement payé pour ne rien faire finalement, pour se pointer à certains endroits et c'est tout, et qu'il a pris pas mal d'argent ces derniers mois. Donc la situation, elle lui convenait très bien à John Jones. C'était du gagnant-gagnant pour les deux, hein, cette situation. Oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mais bon, quand même, tu vois, c'est aujourd'hui pour un mec comme Jones, dont la legacy est tellement importante. Tu vois, c'est ça que je veux dire par là, c'est que pour un mec comme lui, dont la legacy est tellement importante, qui a construit sa carrière aussi autour de sa legacy, surtout sa fin de carrière. Tu vois, avec sa montée chez les lourds, le fait de battre la nouvelle génération, le fait de battre l'ancienne génération, le mec qui avait le plus de défense de titre, qui était qui était un peu le GOAT des poids lourds de l'UFC, en vrai, en la personne de Miocic. Tu vois, tous ces choix, c'était pour sa legacy. Le fait de finir comme ça, je pense que ça, pour lui, ça va être une petite douleur qui va être dure à réparer. Tu vois, dure à guérir. Ouais, mais tu sais, ouais. Je suis d'accord sans être d'accord. Ça a été une legacy de stats en fait, mais pas dans la vraie vie. Parce qu'au moment où il prend Stipe n'a aucune valeur en tant que champion poids lourd, tu vois. Ça a beaucoup plus de valeur le fait d'avoir battu Cyril Gane pour moi que d'avoir battu Stipe, par exemple. Je suis d'accord. Mais là-dessus, on est d'accord. Que bien sûr que c'est en termes de stats et pas en termes de véritable legacy. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, après, tu sais, John Jones, il est à quelques années près, il est presque aussi vieux que lui. Euh, Donc bon, oui, c'est un ancien, bien sûr. c'est deux anciens qui s'affrontent. Hein, il fallait gagner quand même ce combat. Donc bon. Non, mais bon, après, voilà, c'est juste ça. J'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, mais c'est un truc de rumeur, hein, donc j'accorde aucune valeur à ça. Comme quoi, il ferait une ceinture de super champion à offrir à John Jones. Peut-être qu'il lui prépare une cérémonie pour la suite, hein, mais qui ferait que sa sortie serait peut-être un peu plus fastueuse que celle qui a été faite aujourd'hui. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Donc, je pense que ce n'est qu'une rumeur et que ça ne se Je fera pas. pense. Donc, Non, moi je pense que ça se fera. Moi je pense que ça se fera. Parce que parce que c'est le plus grand champion de ton organisation et que tu te dois de le mettre en avant. Et puis encore une fois, dans leur déclaration en tout cas, partent pas en mauvais termes. Hein. Partent pas en non, bah mauvais non, termes. Euh, non. non, mais il pourrait partir en mauvais termes parce que c'est assez courant à côté d'Anna White de clasher ses anciennes stars. Il y a pas de problème avec ça. Là, visiblement, c'est plutôt en bon terme. Donc, moi, je pense qu'il y aura quand même un truc particulier pour John Jones. Après, Dana White, il a jamais été en mauvais terme avec John Jones. Il lui a jamais tenu rigueur de rien. Tu sais, sinon il s'est fait virer de l'organisation après le deuxième procès ou le troisième Ah, à un procès, tu moment, vois. c'était pas le grand amour à un moment. C'était pas le grand Franchement, il se amour, mais il y a tirait pas toujours eu mal du dans les soutien. pattes. Hein. Mais il y a toujours eu du soutien. Ils ont jamais pensé à se séparer de John Jones. Il y a toujours eu un soutien quand même de l'organisation auprès de John Jones. Toujours. Ouais, oui, bah après parce qu'il leur rapporte aussi. C'est du Ouais. donnant-donnant. Après, Dana White maintient encore une fois que, tu sais, il y a quelqu'un qui a posé la question du pound for pound. Et il a dit, c'est vous qui choisissez. Si moi je choisis, il l'a dit encore là avec Topuria. Il a dit si c'est moi qui choisis, c'est John Jones mon pound for pound, tu vois.
Donc c'est vrai qu'il y a toujours un respect, encore une fois, de Dana White à John Jones. Ça, c'est vrai. Mm. Ouais. Maintenant, bon, ce qui compte, c'est ce que sportivement il a laissé, hein, parce que l'extra sportif, bien sûr, on peut toujours l'entacher avec ça, et ça, c'est une réalité, hein, on va pas se mentir. Tu sais, c'est pas parce qu'on est alors, j'aime pas quand on dit fan. Tu vois, parce que c'est pas une question d'être fan ou pas fan de John Jones. Quand on reconnaît, en fait, sa carrière. C'est juste ça. Tu vois, le côté sportif. Le côté extra sportif, c'est vrai qu'il entache, justement, le côté carrière. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que les combattants, quand même, ont donné beaucoup de respect, à John Jones suite à sa retraite. Donc que ça soit Jiri, que ça soit Khabib, que ça soit Anderson Silva, ils ont tous dit à quel point ils ont été inspirés par John Jones. Donc ça c'est une chose déjà. Et Topuria lui aussi a dit qu'il n'avait aucun point commun entre Jones et lui. Enfin alors attends, il a dit Topuria, il a dit qu'il n'y a aucun point commun entre Jones, lui, Islam et Aspinal, car on ne peut pas les comparer, on ne peut pas comparer les situations. Jones a affronté les meilleurs parmi les meilleurs pendant les 10 dernières années, donc je ne pense pas qu'il évite qui que ce soit. Il veut juste se retirer, peut-être fatigué de ce game. Pour lui, on peut toujours trouver un gars qui sera le prochain. Il bat Aspinal, il y en aura un autre. Tu sais, c'est exactement ce qu'on disait au début quand on parlait, tu sais, de Jones Aspinal, où c'était quand s'arrêter et contre qui s'arrêter. Tu vois, parce que là on le critique. Ouais. J'ai entendu des gens dire oui, il fallait absolument, et moi le premier, j'ai dit s'il bat Aspinal, il devient le GOAT, mais il y en a qui disent il aurait été le GOAT s'il avait affronté Aspinal et qu'il avait gagné. Mais en vrai de vrai, enfin dans ce cas-là, après derrière, tu vois, t'as un nouveau profil qui remonte et puis on dit oui, mais il aurait Bah pu oui. affronter lui encore et puis encore lui et puis encore lui. Faut savoir quand s'arrêter. Le problème dans cette histoire, c'était comment s'arrêter de la meilleure des manières, et il était dans un bourbier, et ça je l'ai déjà dit, médiatique et d'attente de l'UFC, du public et tout ça, qui faisait qu'il n'y avait pas de bonne manière de s'arrêter finalement sur ce combat-là, dans Ouais, cette ouais. situation. C'est surtout que c'est difficile de partir. Tu vois, c'est ça qui est le plus compliqué en fait. C'est de partir sur une victoire, c'est presque plus difficile. Parce que tu te dis, je peux encore, je peux encore, je peux encore. Donc, non, c'est pour ça que je te dis, moi, depuis le début, pour moi, la meilleure situation, c'était après Stipe, partir, fin de l'histoire. Et ça n'aurait en rien entaché sa carrière. Comme tu as dit, c'était deux anciens qui s'affrontaient. Le fait de prendre Aspinal, pour moi, n'aurait quasiment rien rajouté. Parce que, comme tu l'as dit en plus, Aspinal, actuellement, n'a battu quasiment personne. On sait qu'il représente un danger énorme, mais c'est pas une star. C'est pas, pour l'instant, c'est personne. Je pense que Aspinal, dans quelques temps, va prendre beaucoup de valeur parce que je le vois potentiellement dominer cette catégorie des poids lourds. Et là, il y aurait eu beaucoup de valeur, mais prendre Aspinal maintenant n'aurait rien apporté à John Jones. Si ce n'est pour les connaisseurs, dire ah ouais, c'est vraiment fort s'il le bat. Mais pour le grand public, finalement, il y avait plus à perdre qu'à gagner en termes de legacy. Tu sais quoi? Je vais aller un tout petit peu plus loin et je vais projeter un combat Aspinal-Gann. Si Gann, Ouais. parce que là, tu sais, on est plein de paroles parce que justement, il n'y a pas eu ce combat-là. Si Gann venait à remporter un combat contre Aspinal, avec la manière, tu sais, une belle domination et tout ça, crois-moi que le discours changerait dans beaucoup de bouches de gens, tu sais, dans le sens où les gens mettraient moins en valeur le côté il aurait dû affronter Aspinal et Aspinal c'était son antagoniste. Si demain il y a une domination de Jones, de Gann, Le gars, derrière, bah tu sais, ça remet en lumière le fait que alors les maths n'existent pas et peut-être que s'ils avaient fait le combat 10 fois, peut-être que Gann aurait gagné contre Jones, je sais pas moi, peut-être 8 fois, j'en sais rien. Là, en tout cas, il a gagné pour l'instant. À l'instant T, ce qui est vrai, c'est qu'il a gagné. Demain, Gann il bat Aspinal, Jones a battu Gann dans la tête des gens. Jones aurait pu battre Aspinal. Et je te jure que ça va dans le cheminement, tout va changer. Et ils vont dire, ouais, c'est vrai. Il y en a plein qui vont dire, c'est vrai, il aurait pas dû l'affronter, il a eu raison de pas l'affronter, finalement. Ça valait pas le coup, tu vois. ouais, c'est vrai. Maintenant, j'ai pas fait l'analyse, mais c'est compliqué, hein. Pour moi, je te dis, Aspinal, il est imprenable actuellement. Écoute,
On le verra. On verra ce combat-là et on sera fixé à ce moment-là. Je pense que même sans analyse, hein, mais Gann, il a une manière de combattre que qu'il n'a pas rencontré encore. Tu vois. Gann, il a déjà rencontré des mecs explosifs avec du gros punch, tu sais, même avec de la lutte. Tu vois, qui va te rentrer dedans et tout ça. Il en a déjà rencontré. Il a su les gérer. On sait qu'il a su les gérer. Pas aussi complet. Pas aussi complet. Il a affronté aucun mec qui amène du danger dans toutes les situations. La seule fois qu'il a affronté un mec qui luttait, donc Ngannou qui a décidé de le lutter, il l'a dominé. Et Jones l'a dominé. Là, on sait que Aspinall amène la foudre debout. Il peut aussi te lutter au sol. Au sol, il n'y a pas match. Hein. Si ça va au sol, il n'y a pas match. Même si Gann a progressé, il n'y a pas match. Au sol, il n'y a pas Donc match. En lutte, par contre, il est beaucoup. Tu sais, tu parles de Jones. Le niveau de lutte de Jones et le niveau de lutte d'Aspinall, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Sur ça, je suis d'accord. Le niveau technique de lutte. Maintenant, je pense que Aspinall amène une puissance et on a vu hein, que en puissance, tu peux amener Cyril Gann. Ngannou, techniquement, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus fort que. Je suis même pas sûr qu'il soit plus fort qu'Aspinall en lutte. Non, en termes de puissance, par contre, une force. Non, mais attends. Une force brute de malade. Non, mais voilà, ne compare pas la puissance de Ngannou à la puissance d'Aspinall, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'Aspinall cassait des poignées de porte en ouvrant les portes. On est d'accord. Va savoir. Va savoir. Bah, parce que, écoute, j'ai 2-3 connexions du côté de l'Angleterre. Et pour moi, ils m'ont dit que les poignées de porte allaient très bien. D'accord? Et je pense pas qu'elles soient plus solides qu'au Cameroun. Ok? Donc ouais, non, mais c'est pour ça. Non, mais ils te rentrent dedans en lutte sur un double leg en ligne droite, tu vois. Ça peut être géré par Gann. Il peut tomber, hein. Ça peut être géré par Gann. Bon, écoute, on verra. Hein. C'est le combat qui fait sens maintenant. Maintenant, là, la KT devrait reprendre un rythme, et c'est ça qui est bien. Hein. Le départ de Jones, c'est que là, on devrait y voir plus clair. On peut reprendre le classement tel qu'il est et avancer dans la bonne direction. Et dans la logique, Cyril Gann est le prochain contender. Ce que je reproche à l'UFC, c'est que dans la foulée, ils ont pas annoncé un combat. C'est-à-dire que là, tu vois, là, ça fait 2 semaines. Il y a 0 combat pour le titre d'annoncer. 0. C'est pas normal. Ouais. Comme quoi, c'est parce que je sais pas combien de temps ça va durer, cette situation. Si ça dure encore quelques semaines, ça nous donne encore la confirmation, et on terminera là-dessus si ça te va, que c'était pas Jones qui bloquait la KT. Non, ça va se débloquer. Moi, je pense que ça va se débloquer. J'attends de voir. J'attends de voir combien de temps. Tu vois. Non, mais ça finira par se débloquer à un moment ou à un autre, bien sûr, parce que là, il y a plus de raison. Non, mais prochainement. Je pense que ça va se débloquer prochainement. On est d'accord que normalement, Jones annonce sa retraite. Aspinall est déterminé, enfin, tu vois, est dit champion incontesté. Normalement, dans les jours qui suivent, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas trouver un contender dans les jours qui suivent. Il y a personne qui accepte d'affronter Aspinall. Non, c'est pas une question de trouver des gens, c'est une question que les cartes de l'UFC sont déjà bookées quasiment des mois à l'avance. Donc s'ils n'avaient pas prévu et qu'ils étaient dans l'attente de justement de Jones à Aspinall, si vraiment c'était leur projet qu'ils avaient en tête et que c'était pas du pipeau, c'était pas booké pour tout de suite. Donc les autres cartes étaient déjà faites, les main events en tout cas sont déjà faits, donc compliqué. Ah si. Ah si, frérot, vas-y. Il y a pas un bruit de couloir, tu vas me dire. Allez, il y a rien. C'est juste que pour la ça les fait chier. Ils voulaient Jones, Jones Aspinall. Imagine, enfin non, je vais pas dire ça parce que j'en sais rien en fait. J'allais dire, ça se trouve ils sont encore dans les coulisses à essayer de le convaincre de revenir, tu sais. Mais bon, après, je suis pas dans les couloirs, je suis pas dans les petits papiers, je peux pas le savoir. C'est si ça fait vraiment des mois qu'ils essaient de le convaincre, ils peuvent peut-être attendre encore quelques semaines de voir comment ça se décante en termes de justice et en termes de Jones, comment il revit la chose, tu vois. C'est possible aussi, hein, qu'il temporise à cause de ça. Hein. C'est possible. Donc, à voir. Bref. Topuria,
puisqu'on parle de Topuria. Il est ouvert à chasser Aspinal en 77. On le sait, il l'a dit, il a dit qu'il y avait encore une place Aspinal, pour Aspinal, c'est plus que 77. Hein. Islam. Tu vois, là, je suis complètement perturbé Parce que par cette histoire. autant Topuria, c'est un puncher, autant contre Aspinal, ça va être compliqué quand même. Et écoute, il passe sous les frappes d'Aspinal, il remonte crochet à la mâchoire, c'est fini, hop, il l'a mis KO. Non, on parle d'Islam Makhachev. Ok. Il dit si Islam devient champion du monde des Walter, il serait certain que je ferai la pression pour obtenir cette opportunité. Nous verrons comment il se comporte dans la division des poids Walter. S'il remporte le titre et que je remporte, alors ça c'était avant, le titre de la division des poids légers, peut-être que je monterai ou qu'il descendra dans la division des poids légers et que nous aurons le combat que tout le monde veut voir. Alors ça c'était avant qu'il gagne le titre, hein, bien sûr. Bien sûr, je vous ai dit, hein, c'est des actus qu'on a commencé à noter avant le 317, donc c'est pour ça. On va faire on va aller un peu plus loin. Écoutez, nous verrons comment les choses se déroulent. Il vient de monter dans la catégorie, ça c'est Dana White qui dit ça, il vient de monter dans la catégorie de poids. On parle déjà de le faire passer en 77 kilos. Je veux dire, il vient de monter. Voyons comment il se débrouille dans un combat contre Charles Oliveira et comment Islam se débrouillera dans son combat. Il veut vraiment se battre, ils veulent vraiment se battre l'un contre l'autre. Ok, donc il y avait ça. Déjà, pour commencer. Comme on a déjà vu, on a déjà des réponses déjà avec, on va faire un sujet global. Bien sûr, il était déjà dans l'idée par la suite de prévoir un combat contre Pimblet en disant que ça serait peut-être plus gros que contre Islam Makhachev. Il disait, je pense que ça va être Qui a dit encore ça? plus gros. C'était Topuria, directement, qui disait ça avant son combat. Pour moi, contre Paddy, attends. Comme tu m'as posé, je relis tout. Je pense que ça va être encore plus gros moi contre Paddy que moi contre Islam, parce que celui dont personne n'en a rien à foutre, c'est Islam. Personne n'en a rien à foutre. Même au Daghestan, quand il se bat, les gens s'endorment et regardent son prochain combat le matin. Son prochain combat le matin. Même chez lui, qui en a quelque chose à foutre d'Islam, il ne sait même pas prononcer deux mots. Bon, voilà. Ça, c'était ce qu'il disait avant. Et donc, depuis, il a gagné son combat. Et pour moi, je l'ai titré un peu comme ça quand je t'ai envoyé l'actu. J'ai dit, Topuria, aujourd'hui, il nous fait justement une Islam. Parce qu'il dit, je ne pense pas qu'on ait quelqu'un d'autre dans la division. Combattre Justin Gaethje, je ne pense pas que ce sera quelque chose d'excitant pour les gens. On a besoin de 109 dans la catégorie. On a besoin de nouveaux visages, de nouveaux gars qui ont plus faim que ceux qu'on a l'habitude de voir, comme Justin Gaethje, Charles Oliveira ou autres. Je veux apporter des nouvelles têtes dans ce game. Et il dit de Gaethje, les yeux ne mentent pas. Il ne veut pas m'affronter. Donc, tu sais, c'est marrant déjà de voir. C'est pour ça que j'ai laissé les actus d'avant et les actus d'après. C'est marrant de voir déjà l'évolution dans la prise de parole de Topuria entre avant et après, quand il était pas sûr de le faire et maintenant qu'il l'a fait. Donc au début, il ciblait Islam. Il était capable de l'affronter dans sa KT, enfin dans les 70 ou dans les 77. Il est toujours ouvert à le faire, bien sûr. Mais dans la KT, il parle de Paddy Pimblet. Et donc il parle de Gaethje en disant que c'est l'ancienne garde, tu vois, et qu'il faut changer. Je pense que dans les nouveaux, justement le 109, il y a Paddy Pimblet, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, tu sais, c'est un peu, j'ai l'impression, tu sais, dans la KT des 70, cette situation fait que en fait tous les champions, ils ont tendance à prendre la parole en minimisant en fait le top 5. Tu sais, ils veulent pas affronter le top 5. Alors, la différence avec Topuria, c'est que le top 5, il est en train de se déliter puisque, par exemple, Poirier va s'en aller parce que, tu vois, il y a des combattants qui seront plus là ou qui vont, qui ont déjà perdu ou, enfin, tu vois, il y a une situation qui est un peu différente que dans la période d'Islam. Mais en tout cas, voilà, c'est des champions qui veulent pas affronter. Tu vois, Topuria, pareil, il veut pas affronter le top 5. Il veut des nouvelles personnes. Alors, il y en a un, c'était pour monter et l'autre, c'est pour, ouais, juste les bâcher, quoi. C'est juste ça. Ouais, bah après, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que c'est des anciens, c'est des mecs qui ont eu leur chance plusieurs fois, qui ont jamais confirmé, enfin, qui ont jamais réussi à obtenir le Graal. Euh, En termes de monnaie, il a le flair, Topuria. C'est très bien qu'avec le clash qu'il y a avec Paddy, s'il fait un combat contre Paddy, forcément, c'est jackpot. C'est jackpot pour les deux en plus. Pour les trois, parce que je rajoute l'UFC dans l'équation, qui vont faire un jackpot aussi. Ça sera même sûrement un des plus gros pay-per-view qu'ils ont fait depuis très très longtemps.
C'est pour ça que quand Dana dit que c'est pas ce qu'il a en tête, j'en doute quand même Que c'est pas lui qui parce l'a que la laissé rentrer logique dans la cage. Bien sûr. la logique quand même voudrait que l'UFC saute sur cette occasion. Tu vois, ça me fait penser un peu à. Et puis j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu ce privilège maintenant de quand tu es une star de l'organisation, ou au moins sur ton premier combat pour la ceinture. Tu vois, il y avait eu le cas euh, O'Malley pour sa première défense qui prend Chito Vera alors que ça n'a aucun sens. Mais parce qu'il y avait eu ce truc entre eux où il l'avait blessé et que le combat s'était fini comme ça. Moi, ça me choquerait pas que Topuria fasse passer Paddy devant tout le monde. Je pense que l'UFC serait OK. Maintenant, est-ce que c'est le combat que j'ai envie le plus de voir? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. En plus, on parle de ça comme si Paddy avait déjà passé. Parce que Paddy, il est booké, Paddy. Non. Non? Bah attends, Non, j'avais non. cru voir. Ah, je peux pas regarder, j'ai pas mon téléphone. Non, non, mais je vais regarder tout de suite, mais je pense pas. Il me Paddy, semblait qu'il était booké, Paddy. Paddy Pimblett. Non, non, y a rien. Attends, je vais aller sur son Sherdog, mais y a pas de combat d'annoncé. Non, non, rien du tout. Ok. Ok, donc Paddy n'est pas booké. Geji n'est pas booké. Sarukian n'est pas booké. Moi, écoute, sportivement, hein, je préfère voir un combat contre Sarukian. Geji n'est pas booké, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Il y a une actu, tu sais, je te l'ai envoyé. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder, mais celle que je t'ai envoyée hier. On en parlera tout à l'heure. Bref. Ouais. Donc je te disais, moi, je veux le combat contre Sarukian parce que c'est celui qui amène, pour ma part, hein, le plus gros danger. Et s'il passe ce mec-là, là, je me dirais vraiment, là, on a vraiment un phénomène. Je sais déjà que c'est un phénomène, Topuria. Mais là, ça cocherait encore plus de cases, là. Je Ouais, te oui, oui, parle je dans suis d'accord. je te parle dans le cas de figure où le combat contre Makhachev ne se fait pas tout de suite. Parce que si je dois choisir un seul combat à faire, c'est le combat contre Makhachev. Oui, sauf que comme c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que le combat contre Makhachev ne va pas se faire tout de suite, puisqu'il faut le temps que celui contre Jack Della Maddalena se fasse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date encore qui ont été annoncées, mais c'est fort possible que ça se Puis passe à la fin de c'est l'année, octobre, novembre, tu vois, quelque chose comme ça. Je pense, moi, je pense que ça sera au Madison Square Garden. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Donc contre JDM? ouais, ouais, ouais. Je le sens comme ça, Hmm. le combat. J'ai Ouais, ouais, l'impression je pense. que Islam, il aime bien, tu vois, ce lieu. Tu vois, je pense que ça lui plaît bien comme lieu. Et donc derrière, il faut du temps avant qu'ils puissent s'affronter. Donc Topuria va sûrement faire un combat avant. Sauf que Mhm. effectivement, dans la gestion du risque, pour être sûr d'affronter, parce que il y a quand même une gestion de carrière, tu sais, parce que en fait, les mecs sont forts, mais les mecs doivent gérer leur carrière aussi. Tu sais, on oublie trop souvent ce point de figure parce qu'on critique certains combattants pour une gestion de carrière. Après, il y a gestion et gestion, tu vois. Parce que nous les premiers, tu vois, la team Khabib, on a toujours dit qu'ils faisaient une gestion de carrière. Sauf que la gestion de carrière, tu vois, je sais que je vais encore me prendre la foudre de pas mal de monde, mais la gestion de carrière façon Khabib et la gestion de carrière façon Topuria, c'est deux gestions de carrière qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que Khabib, il est arrivé, il a affronté des no-name qui avaient pas de palmarès pendant X temps. Il est arrivé à l'UFC, il a gagné sa ceinture contre Alia Quinta. Et après, il a défendu contre des mecs qui étaient forts, hein, des Poirier, des Gaethje et tout ça, mais qui avaient et ça c'est pas de sa faute, mais qui avaient pas de sol. Voilà. Et donc c'était des profils qui étaient très compatibles avec son style. Et après, il s'est arrêté parce que son père est mort, voilà, ou parce que gestion de carrière, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment sincère quand il disait que c'était parce que son père n'était plus là, mais il y a une gestion de carrière, tu vois. Topuria, sa gestion de carrière, elle est un peu moins facile. Déjà, beaucoup moins de combats. Et sur les 16 combats, tu vois, là, déjà, il a affronté trois grosses stars de l'UFC qui sont trois anciens champions, des champions dominants. Alors, certes, pour Holloway, c'est pas un champion dominant, mais c'est quelqu'un qui domine tout le monde en dehors du champion. Donc, et il les a éteints avec la manière. Tu vois, donc la gestion, elle est là, mais elle est moins facile, on va dire. Maintenant, là qu'il est champion, s'il veut s'assurer le combat contre Islam, c'est vrai que de faire un combat contre Paddy, sur le papier, c'est plus simple que de faire Tsaroukian. Euh, ouais, je suis d'accord. C'est plus simple et puis ça buzz plus.
Donc il va encore prendre des followers. Tu vois, par exemple, il est passé devant Makhachev là en termes de followers sur Insta. Mhm. Oui. Ah, je pense même que c'est le combattant numéro un là. C'est une grosse star Topuria. C'est en train de devenir une grosse star. Ouais, pas dit, ça peut le faire. Et maintenant le truc c'est tu le cales quand parce que tu l'as dit, le combat JDM contre Makhachev il est même pas booké. Et au-delà de ça, rien ne te garantit que Islam batte JDM. Tu vois, il y a Rien ne le cet inconnu garantit. aussi. Oui, mais le combat il peut se faire quand même parce que s'il gagne pas dans la KT du dessus, il redescend et tu peux le faire quand même parce qu'il est quand même dominant dans sa KT. Ça reste le champion dans la tête des gens, ça reste le champion qui a été dominant chez les 70. Donc il redescend. Tu sais, c'est un peu comme alors ça s'est pas fait, mais comme Volkanovski quand il est monté pour affronter justement Makhachev et qu'il est redescendu, personne n'a remis en question son niveau, tu vois, et son star power dans sa KT. On a juste dit il a tenté, il a pas Ouais, mais réussi, il est attends, redescendu. Ou personne attends, n'a ou remis à en Desania. question son niveau. Autre exemple, Adesanya, tu vois. Adesanya, quand il est monté, il est redescendu, ça n'a pas remis en question son statut dans sa KT. On a tous dit, oh, ok, bon, Tout mais dans dé... sa KT, c'est le meilleur. ouais, mais tout dépend comment le combat se déroule. Parce que Volkanovski, euh, quand il est redescendu, personne n'a remis en cause son niveau parce que le combat était ultra serré. C'est pour ça que j'ai pris l'autre exemple d'Adesanya. Parce que c'était pas le cas. Ouais. Adesanya, Je il sais s'est pas. fait rouler En dessus. tout cas, en termes de hype, je dis pas en termes de niveau parce que Makhachev, ça restera Makhachev et que le combat sera ultra compétitif. Mais en termes de hype, t'en prends un coup quand même. Bien sûr, mais crois-moi que tout le monde dit actuellement que le seul combat à faire, le vrai niveau, c'est Makhachev contre Topuria. Et crois-moi que même si jamais ça passe pas en haut, personne ne changera d'avis là-dessus. Pour les gens, le roi de la catégorie des 70, c'est Makhachev. Parce que là, en plus, tu sais, il a du mal à monter de poids. Comme je t'ai dit, il a du mal à prendre du volume. Il a prêt à prendre 2-3 kilos. Donc, les gens vont dire, oui, bon, bah, c'était pas sa KT, effectivement. Sa KT, c'est vraiment les 70. L'écart, il était très grand. Parce qu'il y a ça aussi. Tu prends 70, il y a 4 kilos. Tu prends 77, il y a 7 kilos. Donc, le challenge est beaucoup plus grand pour Islam que c'était le cas pour soit pour Volkanovski ou alors là pour Topuria, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc Ah, c'est il y vrai. aura toujours un storytelling qui peut se mettre en place. Ouais. Bon, dans tous les cas, ça veut dire qu'on penche quand même tous les deux pour que Topuria recombatte d'ici là. Ça, c'est quasi sûr. Oui, ça ferait trop longue absence. Puis t'as Bah, même pas la tu vois, certitude après que ça se fasse, quoi. si tu veux parler de risque, pour moi, le combat le plus risqué dans tous les noms qu'on a cités, même s'il ne l'intéresse pas, pour moi, c'est Geji. Le plus Honnêtement, pour risqué? moi, Geji, non, le moins risqué. Ah oui, Le ah oui, combat qui oui. représente le moins de risque, c'est Justin Oui. Geji. Sauf que l'UFC là, ils lui Parce donneront pas que le titre pour une raison qui est simple. Ils ont dit à Gaethje, Dana White, il a dit, écoute, si tu commences à parler, nous menacer de ta retraite, prends-la frérot, tu vois. Donc là, sa sortie fait que de fait, ils vont pas lui donner le titre. Il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Forcer la main à ouais, l'UFC, c'est jamais la bonne manière de faire quand t'as pas les moyens de le faire. c'est vrai. Non, non, moi je pense, alors dans l'idéal, parce que tu dis quand est-ce qu'il fait le combat. Pour moi, les deux, et je te l'ai déjà dit la dernière fois, Topuria et Islam, tu les fais combattre sur la même carte. Main, co-main. Peu importe dans quel ordre. Et derrière, t'as tout de suite, tu sais, le face-à-face qui est tout de suite, parce qu'ils sont dans l'idée, en ce moment, l'UFC est très friand des face-à-face. Alors, Dana White dit qu'il est pas ok avec ça, mais tu sais, par l'intermédiaire de Joe Rogan, ça se fait. Tu vois, Joe Rogan, il prend le micro, oui, on va les mettre en face, tu vois, comme ça, et puis lui après, derrière, il dit, ouais, j'étais pas ok, je sais pas qui a laissé faire ça. Bon, déjà, prends-toi, il faut te surprendre déjà au mec qui avait le micro, déjà, donc Joe Rogan. Donc derrière, tu les mets face à face. Si dans le scénario idéal, les deux gagnent. Tu les mets face à face dans la cage. Moi, j'y crois pas au fait que les deux soient sur la même carte, parce que
c'est griller un pay-per-view facile. Tu vois, là, c'est vrai que sur les dernières cartes, on voit que l'UFC finalement mise quasiment tout sur un ou deux combats. Faire Topuria Paddy par exemple sur une carte et faire Makhachev JDM sur une autre, tu t'assures deux très bons pay-per-view. C'est Alors que sûr. les mettre tous sur la même carte, tu vas faire juste un bon pay-per-view. Je suis d'accord avec toi, sauf si deal Netflix et qu'il y a plus de pay-per-view. N'oublie pas qu'ils ont dit qu'à la rentrée, il y aura peut-être plus de pay-per-view. Donc là, il y a À ce, moins de problématiques à faire ça. à ce moment-là, on verra. C'est vrai que Parce que c'est quand ça. on aura le fin mot de toutes les négociations et de qui remporte le contrat, etc., là, on pourra vraiment se pencher sur l'évolution que l'UFC va prendre. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça. C'est vraiment pour le coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse parce que là, pour le fait qu'il y ait plus de pay-per-view, ça va nous permettre d'avoir ce genre de cas de figure, tu vois. Un peu comme on a eu avec Joshua Van et Pantoja, tu vois, où les deux s'affrontent l'un après l'autre et derrière, t'en as un qui attend en stand-by, qui regarde comment ça se passe et puis les deux se font face, tu vois. On se Ouais, je suis retrouve un peu d'accord, mais comme à Joshua l'époque, Van, c'est à la personne. grande époque du MMA. Non, mais je suis d'accord. Non, non, mais attends. Parce que là, on parle de pay-per-view, tu vois. Mais s'il y a pas de pay-per-view, s'il y a plus de pay-per-view, tu vois, tu peux te permettre de le faire. Parce que tu peux créer des Mais je storytelling suis même pas différemment. sûr. Je suis même pas sûr parce que même en termes de budget, de répartition sur la carte, là, ça te ferait quatre énormes salaires à donner Ils sur s'en un événement. foutaient. Mais attends, mais ils ont font, ils budgétisent Mais ça non, ils sur s'en foutent l'année. pas. Bah, Ils s'en foutent pas, c'est des s'ils font un rats. deal, s'ils font un deal à 1 milliard avec Netflix, crois-moi qu'ils en auront plus rien à foutre de faire ce genre de truc. Parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que le deal fait que ils pourront se permettre de faire ce genre de choses. Je suis pas convaincu. Moi non plus, hein, je pense Je pas que suis ça pas soit un. convaincu. Mais je pense que dans l'idéal, maintenant, si tu veux faire vraiment des gros trucs, ça, avec des contraintes et financières et de pay-per-view qui sont éliminées, tu peux te permettre d'en faire un. Je te dis pas de faire ça toutes les semaines. Mais là, Ah bah après là, oui, de toute façon là, tu on vois, est quasiment sur un autre débat. Mais oui, c'est vrai que si on retournait à un gros événement par mois où vraiment t'as une carte vraiment chargée, quitte à avoir moins d'événements, évidemment que moi, je signe tout de suite. Je ah préfère, oui. 1000 fois. Et t'es comme un Que fou, en plus t'imagines. l'attente crée le manque et tout le monde attend son événement avec impatience et la carte est magnifique et tout le monde est content. Mais écoute, ça on fera un sujet de toute façon quand on aura les Le fins fameux. mots sur les négociations et sur qui a eu le contrat. Mais en tout cas, ça serait ouf s'ils arrivaient à faire des trucs comme ça serait ouf parce qu'on se retrouverait un peu au MMA de l'époque. Tu sais, du MMA où justement il y avait moins de considération, où le spectacle primait, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc bon, mais ça serait pour moi l'idéal. Et après qu'ils s'affrontent, je te dis, en 77, en 70, après je m'en fous. La Topuria, a l'air vraiment ouvert au fait de monter en 77 pour aller chercher la troisième ceinture. Moi, je te dis, c'est pas déconnant de le voir. Je pense que il y a une fenêtre, il y a un multiverse où ça se fait. Écoute, moi je me dis que ça c'est quand même un risque. C'est quand même un risque parce que c'est rajouter comme tu l'as dit 7 kilos. 7 kilos c'est énorme, hein. Alors oui, il va juste cutter un peu moins parce qu'il est lourd hors de la cage. Mais ça veut dire Hmm. qu'au moment de la pesée, il sera à 77 kilos et que est-ce qu'il va pas perdre de vitesse, est-ce qu'il va pas perdre ci, ça reste compliqué. Ça reste très compliqué. Franchement, c'est un gros bond. On l'a vu avec Connor, hein. On l'a vu avec Connor. C'est le passage de 70 à 77, il est compliqué. Ouais, Connor, dans le premier affrontement, dans le deuxième, ça s'est bien passé. Parce que le premier, il était mal géré, Ça encore une c'est fois. Il a été en short notice, à bouffer de la barbaque, tout ce qu'il pouvait. Ouais, ça s'est bien passé, mais tu sentais quand même qu'il y avait moins de punch, que c'est plus compliqué. Et puis Islam, si ça se fait à 77, ça sera son deuxième combat du coup à 77. Mhm. Donc en fait, il aura fait deux prépas à ce poids-là et puis il aura continué probablement à prendre de la masse. Il sera installé dans cette KT, donc ce sera encore plus compliqué. Tu vois, le Islam qui va affronter JDM ne sera pas le Islam qui va prendre Topuria en 77. Il y aura encore une évolution physique.
C'est sûr, oui, oui, oui. Après, tu sais, quand t'arrives vraiment pas à prendre du poids, c'est compliqué, hein. Il va peut-être prendre encore 1 ou 2 kilos, mais si vraiment il a du mal à prendre du poids, c'est pas dit qu'il soit vraiment foncièrement différent, tu vois. Tu prends, hein, justement, on parlait tout à l'heure d'Alex Pereira. Lui, il fait 105 kilos dans la vraie vie. Tu sais, lui prendre du poids, ça va, tu peux prendre un peu de volume encore. Mais sinon les autres, ça peut être, ouais, pour quand t'es pas à ton métabolisme, parce que faut pas oublier que le mec s'entraîne, hein. C'est quand tu t'entraînes, c'est dur de prendre du poids. Et regarde, je vais te prendre un autre exemple parce que ça m'est venu là en écoutant tout à l'heure l'interview de Nassourdine Imavov. Tu vois, lui qui combat en 84, il est juste au-dessus des 84. Il est pas, il cut pas 10 kilos, hein. Oui, mais ça se voit de toute façon que Nas, il est assez fin. Je me rappelle même qu'au début de sa carrière UFC, il y avait sujet à est-ce qu'on le voyait descendre ou pas. En Bien sûr. 77, justement. Mais lui-même disait là que lui, il se voyait double champion en 84 et en 77 au début de sa carrière UFC, tu vois. Mais Ouais, donc ça veut oui, dire que c'est envisageable. tu peux combattre et développer de la vitesse et de la puissance en étant très peu au-dessus de la limite de ton poids de KT, hein. Ouais, non, mais j'ai pas de doute sur ça, hein. J'ai pas de doute sur le fait que Topuria puisse mettre KO à 77, hein. Je pense même que ça serait une erreur, limite, de prendre trop de poids, parce que son punch, tu vois, un Topuria, limite, qui se pèse à 75, 76, ça me dérangerait pas. Son punch, il l'aura. Hum. Par contre, sur la gestion de la lutte, etc., sur le différentiel physique, là, ça pourrait être compliqué. Écoute, là, de toute façon, on fait des plans sur la comète. Voyons déjà comment Makhachev se débrouille en 77 parce qu'il a un gros bourbier en face de lui. Je suis d'accord. On parle comme s'il avait passé JDM, alors que JDM sur le papier, ça va être un vrai calvaire pour lui. D'ailleurs, c'est une analyse que j'ai hâte de faire parce que ce combat, je l'attends impatiemment. Est-ce qu'on n'est pas des faiseurs de rêves? Est-ce qu'on n'est pas là pour ça justement? Pour créer la petite étincelle. C'est à nous de hyper les gens. Et si ça se fait, on dira, tu vois, on fera des capsules, on dira, voyez, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit, on était des précurseurs. Tu vois, nous aussi, on a le droit de faire des trucs un peu mythos comme ça, comme font certains, où ils annoncent des KO. Moi, je pense qu'il va lui mettre un KO en lui mettant un orteil dans la tempe au 3e round. Et puis le jour où ça arrive, t'as vu? Je t'avais dit. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, nous aussi, on peut se permettre de le dire, ça. Que personne se sente visé par ce genre de choses. Bref. Ouais, bah écoute, on verra ça. On verra ça, mais j'aime bien comment ça se profile. J'aime bien j'aime bien l'avancée de tout ça. Je pense que ça sera pas dit le prochain. Je pense que de toute façon, la punition de Topurian et de Tsaroukian n'est toujours pas levée. Donc là, ils l'ont mis là pour faire le poids comme ça, histoire d'eux, mais ils ont pas annoncé, tu vois, c'est pas encore dit, tu vois. Dana White, je pense que le fait parce qu'il l'a laissé rentrer Paddy Pimblett dans la cage, c'est pas pour rien, et que Tsaroukian, il sera le dindon de la farce dans cette histoire. Jurisprudence Gamrot. Ouais, ah ouais, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Donc bon, bref, on enchaîne. Je parlais de Nassourdine il y a quelques secondes. Eh bien, Nassourdine contre Borayo, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est officiel pour l'UFC Paris 4 en main event le 6 septembre. Donc j'aime bien cet affrontement. Il l'a dit, Nassourdine dans son interview là tout à l'heure que j'ai écouté. Il a dit il devrait pas me trash talker mais plutôt me remercier de la faveur que je lui donne parce que j'ai aucun intérêt à l'affronter. Il a raison. Ce que j'aime, c'est je sais pas si t'as vu mais la petite vidéo qu'il a faite qui est Bien sûr. exceptionnelle avec Uwe Borralho où il part dans les favelas Wekayo. de hein Wekayo. Uwe Caillot, il va dans les favelas et il pose la question à tout le monde et il est nulle part et il se cache. Donc c'est franchement alors c'est pas un trash talker Nassourdine, mais par contre en termes de communication là en ce moment, je sais pas qui gère sa com, mais franchement c'est plutôt pas mal. Que ça C'est une soit la société vidéo, de... Ouais, la vidéo tu sais sur les magnifique. médias, plus celle-là, franchement c'est exceptionnel. Ouais. Ah, j'ai beaucoup aimé. Tu sens que justement, c'est très pro, c'est très bien travaillé. J'ai vu aussi une interview de Caillot, justement. Bah, je me demande si c'est pas RMC qui l'interviewait sur Si ça.
Si? Qui disait qu'il avait beaucoup apprécié, qu'il avait beaucoup Ouais, rigolé, ouais. ouais, il avait beaucoup aimé. En fait, tu sens que c'est bon délire, hein. C'est bon délire, comme il dit, on est là pour vendre le combat. Après, j'ai rien contre lui, j'ai rien de personnel contre lui. Et que ça, justement, même, il appréciait de voir Nassourdine faire ce genre de vidéo parce que ça fait de la hype en plus. Non, ça va être un très beau combat. On en a déjà parlé de toute façon, mais c'est vrai que ça va être un très beau combat. Ça a tout à fait sa place en main event de l'UFC Paris. Ça aurait pu être un main event de n'importe quel Fight Night de toute façon sur la planète. Euh, parfait, parfait. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est vrai que Caio Borraio, il l'a dit, en fait, il a attendu ce combat pendant un an. Donc il est content d'avoir vu ça. Il dit, en fait, c'est que du business pour connaître qui est le vrai numéro un, tu vois, de l'AKT. Tu vois, c'est vraiment ça. Il a poussé pour avoir sa chance. Il l'a eu. C'est fait. C'est fait. Maintenant, Nassourdine, il l'a dit, hein, qu'il aurait rien accepté autre que le main event. En fait, par rapport à la dernière fois contre Brendan Allen, où il se sentait moins légitime de le demander, où il disait que voilà, il avait accepté le co-main parce que sa situation était différente. Il dit aujourd'hui, il dit je suis numéro un. Aujourd'hui, j'ai le droit de parler. Aujourd'hui, j'ai le droit de demander. Aujourd'hui, mon statut, il est complètement différent. Et il a raison. Il a raison. Tu vois, donc après, il a dit qu'il Ouais. préférait Strickland, bien sûr, mais que Strickland, il dit c'est comme tout le monde, il a peur aussi, il va pas venir à Paris. Et il dit voilà, de toute façon en 84, ce sera un autre combat parce qu'il faut pas oublier qu'ils avaient pas combattu en 84 la première fois. Ils avaient combattu dans la caté du dessus parce que Strickland était en short notice. Donc alors que Nassourdine, il C'est que était là, on à revenait de 4, vacances, ouais. il revenait de vacances, il était à 85-86 kilos là où Strickland il était plein comme c'était pas permis. Donc forcément le combat il se Ouais, ouais, passe le combat, il différemment. était en catchweight, je crois. Le Ouais. combat était en catchweight et euh, ouais. Bah écoute, Donc ah, j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat. J'ai bien aimé l'interview, comme tu dis, de Nassour. Tu sens quand même qu'il y a une maturité et une confiance qui s'est installée. Hein. De toute façon, au vu de ses résultats, de ses derniers résultats, tu ne peux que monter en confiance. ouais. Et moi, je suis confiant. Quand je le vois s'exprimer, quand je regarde son attitude, je suis plus que confiant. Je pense qu'actuellement, c'est lui le numéro un de la KT. Et je pense qu'il va le prouver. Il va nous le prouver encore à l'UFC Paris. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est vrai que il le dit. Hein, maintenant, plus personne ne rentre dans sa tête. C'est fini. C'est fini parce qu'ils ont trouvé le. Déjà, il y a le calme qui est apporté par Nicolas Hoth et puis surtout, il a réussi maintenant aujourd'hui à se nourrir. C'est ce il expliquait dans l'interview des haters. Tu vois, c'est-à-dire que au contraire, ça lui donne une motivation, mais plus qu'un agacement. Tu vois, aujourd'hui, il arrive à être motivé, mais tout en restant calme dans cette dans ce tumulte médiatique, on va dire. Tu vois, ou dans le trash talk de ses adversaires. Donc pour le coup, c'est plutôt positif parce que là où c'était un frein qui le cramait, aujourd'hui c'est une arme qui le fait avancer. Tu vois, c'est une motivation qui le fait avancer. Jusque dans le vestiaire, tu sais, il y a surtout son manager lui dit, tu sais, il s'en sert comme une motivation, tu sais, à lui dire ouais, tu es sûr, ça va pas se faire. Ah, tu sais, le mettre KO, ouais, je crois que tu t'enflammes un peu trop, tu vois. Et en fait, au contraire, il a envie d'aller prouver qu'il est capable de le faire et c'est ce qui fait que derrière, bah, il a une évolution dans sa manière de combattre. Et c'est très positif. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu sais, c'est le genre de profil, Borayo, où tu vas le prendre à un moment ou un autre dans ta carrière. On parle souvent, tu sais, de ces champions qui arrivent à la ceinture en ayant déjà battu quasiment tout le monde. Et ben, je pense que Nassourdine, ça sera ce profil. Si le jour où il arrivera à la ceinture, il aura quasiment battu tous les prétendants déjà. Donc c'est pas plus mal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, de toute façon, tu sais, on parlait de Strickland tout à l'heure. L'évolution de Strickland et l'évolution de Nassourdine, c'est deux pentes complètement opposées. Hein. T'as vu la vidéo où il s'embrouille, où il tape un mec dans la cage au Tough and Huff, là, J'ai vu, avec j'ai lui. vu. Ah, mais pour ceux qui n'ont pas vu, donc il est dans le coin d'un combattant de sa team avec Chris Curtis. Donc ils sont là et puis donc le combattant de sa team se fait battre par soumission. Et t'as l'adversaire qui vient et qui fait un peu des célébrations façon catch, mais en haranguant justement Strickland et Curtis, qui à mon avis ont dû faire du Strickland et du Curtis parce que j'ai pas vu le combat, hein, mais ils ont dû parler plus que plus alors en dehors de la cage pour essayer de déstabiliser comme ils ont l'habitude de le faire. Donc le mec, il a dû taper son adversaire
et répondre à ses provocations. Et donc là, t'as Strickland qui rentre dans la cage et qui commence à l'avoiner et à envoyer des patates dans le... Alors, ce qui me fait rire, c'est que Curtis, qui était venu quand même pour en découdre, mais en découdre verbalement, se retrouve au milieu de tout ça et se retrouve limite à Ouais. protéger l'adversaire. T'as vu, il le protège un peu, genre, vas-y, c'est bon, arrête de le taper. Et après, il l'embrouille, mais c'est trop Il a tard. pas mis de Il a trou, plus en lui. embrouillé à ce moment-là. Donc, mais ouais, c'est un Mongol, Strickland. C'est un Mongol. Franchement, il est encore un qui est devenu prisonnier de son personnage. C'est fou. C'est fou. Parce que le problème, c'est que c'est pas un personnage, Strickland. C'est Enfin, je sais vraiment un pas si débile. avec le temps c'est pas devenu, c'est encore pire, c'est en vieillissant. Je sais pas. Parce Ouais, que je ça sais fait pas. longtemps qu'il est comme ça, hein. Non mais ça fait un moment qu'il est comme ça, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus ça avance, plus c'est compliqué, hein. Plus c'est compliqué. Mais bon, passons. En tout cas, sur l'UFC Paris, il y a eu d'autres combats qui ont été annoncés. Donc, il y a Oumar Sy, qui a été, après sa défaite contre Alonso Menifield, qui va recombattre rapidement à l'UFC Paris 4. On s'en doutait un petit peu contre Brenson Ribeiro. Donc, Brenson Ribeiro, c'est 17 victoires, 9 KO, 7 soumissions, 1 décision et 8 défaites, 4 KO, 2 soumissions, 2 décisions et 1 no contest. Il vient des Dana White Contender Series. Il a fait 5 combats à l'UFC jusqu'à maintenant, 3 défaites, 2 victoires. Il est sur une défaite. Écoute, je l'ai vu combattre. J'ai pas été plus impressionné que ça. C'est pas un combattant extraordinaire. Il a le menton à la fenêtre. Écoute, pour moi, Non, l'UFC quand l'UFC, ils même, ont... il parie vachement sur Oumar Sy quand même. Hein. On va pas se mentir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance de faire des combats de reprise. Et là, sur le papier, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est taillé pour lui. C'est un cran en dessous. Ça devrait le faire devant son public. Il devrait reprendre de la confiance. Euh, sur le papier, hein. On dit ça sur le papier parce que je disais la même chose contre Menifield où logiquement il avait toutes les armes pour gagner aussi tranquillement et ça s'est pas fait. Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, c'est bien de le revoir, de le voir pour une première fois à Paris parce que c'est son premier UFC Paris à Oumar Sy. Deuxième. Si je me trompe pas, c'est le deuxième. Il a déjà combattu à Paris. Je vais te confirmer T'es ça, mais j'en suis sûr? presque sûr. J'en suis presque sûr, je te dis. Il a déjà J'en suis combattu à pas Paris. certain. Eh ben écoute, je vais te dire ça dans 2 secondes. Oumar Sy, sois patient. Alors c'est pas Kevin Oumar Ah, Sy, patience, c'est c'est pas vraiment mon fort. Ouais bah tu vas le devenir. L'UFC Fight Night, en plus je te l'ai dit la dernière fois, Moïcano contre Benoît Saint-Denis, contre Dawoon Jun. Ah, C'était à c'était à l'UFC l'UFC Paris. Paris contre Mais le bien Coréen? sûr, mais bien sûr. Mais je te l'ai dit la dernière fois déjà. J'ai oublié. Ok, Le 28 septembre. ok. C'était. Donc euh, donc ouais, c'est son deuxième. Mais on a tendance à l'oublier celui-là, hein, parce que même sur d'autres podcasts que j'ai écoutés, il y en a plein qui justement oublient qu'il a combattu sur l'UFC Paris. Donc ouais, écoute, il y a Oumar Sy qui revient très vite. Il y a Fares Yam aussi qui a annoncé sa présence sur l'événement. Par contre, on n'a pas encore l'adversaire, à moins que ça soit sorti pendant qu'on enregistre le podcast, parce que nous connaissant, c'est comme ça que ça va se passer. C'est notre spécialité, Euh, ça. c'est un peu notre spécialité. Donc, puisque je vous rappelle que la retraite de John Jones est arrivée en plein pendant notre enregistrement de podcast la dernière fois, si je me trompe pas. Donc ouais, non, Mais en il tout y a, cas, il y a, Fares, d'après ce qu'il a communiqué, ça devrait être un adversaire bien classé pour son oui. combat. C'est une très bonne chose, hein. De toute façon, il mérite d'affronter un top 15, là, ça y est, hein. Après la dernière perf, la série de victoires qu'il a et surtout les 2 dernières perfs qu'il fait, pour moi, ça y est, il faut passer à l'étape d'au-dessus. Euh, c'est quoi, j'y avais pas pensé la dernière fois quand on en parlait, quand on voyait la suite, mais pourquoi pas? Bon, ça va être trop tôt pour l'UFC Paris, mais pourquoi pas Moïcano? Moïcano, ça aurait été pas mal. C'est un Oui, bon oui, test, bah Moïcano. il l'a call out, hein. Moïcano qui est sur une défaite. Moïcano qui est sur une défaite, qui reste bien classé. Il y a cette histoire avec les fans français. Tu vois, le fait d'avoir battu BSD, les déclarations au micro, ça pourrait faire un bon storytelling. Maintenant, je pense que ça va être trop juste en termes de délai pour Moïcano, quoique s'il n'y a pas eu de blessure, pourquoi pas. Oui, mais je pense pas qu'il y ait de blessure. Donc ouais, Moïcano, effectivement. Profil compliqué quand même, Moïcano. Ça reste un profil compliqué, hein.
Mais Bien bon, sûr, ça reste un profil très compliqué. mais Mais de toute faut façon, passer, le faut top passer le pas. 15, Ouais, ah ouais. ouais, le top 15 est compliqué, donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Je suis d'accord. Et puis après, il y a d'autres combats qui ont été annoncés justement pour cette UFC pareil. Il y a Marcin Tibura qui va affronter Ante Delija. T'as Kennedy Freeman qui va affronter Yunesi Duben. Tu as Shona Bannon qui va affronter Sam Hughes. Tu as le Suédois Andreas Gustafsson qui va être opposé à Rina Fakhtedinov. Non, Fakhretinov. Encore un nom, ouais, je peux pas le. Et on a le Bolaji, pardon, Oki qui va affronter Monson Jones, pardon, Monson Jones en poids léger. Donc tu vois, ce qui est marrant, j'avais dit la dernière fois que je pensais que sur cette UFC Paris, il y aurait beaucoup de non français, tu sais, sur la carte. Ça a l'air de se confirmer un petit peu, parce que là on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats où il n'y a pas, enfin sans français quoi. Donc 6 combats sans Ouais, français, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. bah c'est ouais, ouais, c'est au moins la moitié de la carte. Ouais. Donc bon. Mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas de regarder cette UFC Paris. D'ailleurs, la billetterie a été Ah ouverte. non, Hein. c'est sûr. La Ouais, billetterie ça y est est. ouverte. Les préventes sont faites. Le prix des places a légèrement augmenté, j'ai l'impression. Enfin, j'ai plus en tête les prix de l'année dernière. Mais le Ouais, prix mais des ça places, se vaut. Ça se c'est vaut. Ça... 105, 105,80 € pour la catégorie 8. La catégorie 1, elle est à 300. Ouais, non, ça va, c'est pas si cher que ça. Non, je dis une bêtise. Catégorie 1, elles sont à 372. Non, c'est les prix habituels. Non, ce qui a augmenté, c'est surtout les prix bord de cage, bord de ring. On Ouais, commence, le ring 5, c'est 849 € et le plus proche, c'est 2300, 2333,30 €. C'était 1500, à peu près 1500 € au premier UFC Paris. Pour faire un ordre de grandeur. De mémoire. ok. De mémoire, on était aux alentours de 1500 € à l'époque. Donc là, Ouais, on est à ouais. 2000 balles. Mais sinon, les places, comme tu dis, qui sont pas en bord de cage, pour moi, on reste sur le même prix. Hein. De mémoire, c'est plus ou moins, même si ça a augmenté, c'est vraiment très léger. Ça reste un gros budget quand même, hein. Mais, euh, mais ça sera rempli dans tous les cas. Oui, je le pense aussi. Je le pense aussi. Bref, on enchaîne. Et on fera des suivis de dossier quand on aura plus d'infos sur notamment l'adversaire de Ziam ou les autres signatures de Français surtout. Euh, Diego Lopez versus Jean Silva qui aura lieu à l'UFC Noche le 13 septembre prochain à San Antonio, donc la semaine d'après, hein, de toute façon. À ce qui paraît, on a proposé 3 noms à Diego Lopez, dont Jean Silva, et il se dit prêt pour ce test. Silva dit le combat n'est peut-être pas pour le titre, mais c'est tout aussi important pour moi. Donc écoute, moi déjà ce combat-là, oui, un grand oui. Je suis complètement d'accord avec ce combat. C'est une évolution pour Jean Silva, ça va être un gros test parce qu'on a vu son niveau au sol contre comment il s'appelle Bryce Mitchell, ok. Bryce Contre Diego Mitchell, ouais. Lopez, c'est une autre histoire. Écoute, moi j'aime bien cette guerre. J'aime bien l'opposition de style, elle me plaît beaucoup là-dedans. Ouais, après, opposition de style, finalement, pas spécialement, parce que Diego Lopez peut se contenter de rester debout et nous offrir une guerre debout. Euh, En plus, il y a un clash entre les deux. Il y a un clash entre Oui, l'équipe, les Fighting Nerds et Diego Lopez. oui, Donc oui, on en avait parlé, c'était le combat qui faisait le plus de sens. Ça permet en plus de faire une accélération de carrière pour Jean Silva qui est sur une série de fous. C'est quand même un gros bond en avant hein, pour Jean Silva. oui, C'est vraiment un très très gros bond. Hein. Passer de Bryce Mitchell, le Bryce Mitchell actuel, qui pour moi depuis son KO contre Josh Emmett ne s'en est pas vraiment remis. Donc passer de ce Bryce Mitchell à Diego Lopez, qui vient de sortir, même s'il perd, hein, il vient de sortir quand même une grosse perf contre Volka, et un Volka bien en forme.
c'est un vrai test pour Jean Silva. Par contre, si Ouais, Jean je suis Silva d'accord. nous fait ce qu'il a l'habitude de faire, là, vraiment, là, ouais. Là, putain, tu te dis, là, le mec, c'est vraiment un bourbier. Et, euh, et je serais même pas surpris que s'ils battent Diego Lopez avec la manière, il soit propulsé à la ceinture, ce C'est qui sûr. reculerait encore plus. Ouais, mais tu vois, ça serait dégueulasse parce que ça veut dire ils le font combattre quand pour la ceinture Evloev. Ouais, oui, 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 oui. Bah, Ce serait déjà un truc de que, déjà, fou. Parce que Evloev, là, il faut Evloev, qu'il, déjà, lui mettre Pico. voilà, il faut qu'il passe à Ron Pico, déjà. Ouais, allez, partant du principe qu'il le passe, déjà, on n'a pas à lui mettre Aaron Pico. Tu vois. Oui, je suis Déjà, on n'a d'accord. pas à lui mettre ce mec-là. Donc ouais, franchement, ah, des fois, c'est vrai qu'il y a des gestions de carrière de l'UFC qui sont un peu dégueulasses quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon. C'est ce que je disais tout à l'heure, le manque de considération de l'UFC pour certains combattants, c'est compliqué. Ce qui fait que tu peux, tu vois, quand je te dis que l'UFC peut te mettre dans des situations de dépression, tu vois, enfin, tu sais, parce qu'on parle souvent de la dépression des combattants qui ont du mal à quitter la cage, mais je peux te dire que la gestion de l'UFC, je te jure qu'il y a plein de combattants qui doivent ruminer pas mal de choses et qui doivent créer des troubles à cause de ça. Je te jure. Ouais, Quand tu te ouais. sens pas En tout cas, sur le considéré, papier, oh, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, sur le papier, ce combat, c'est un banger, c'est sûr. En plus, main event de l'UFC Noche, c'est le main event oui. Je sais pas, c'est pas marqué, mais je pense. Ça a une tête de main event en tout cas. ou Comain. Après, ou de co-main. Ah, s'ils arrivent à caler une ceinture sur cette UFC là, tu vois. S'il y a pas de ceinture, je pense que potentiellement c'est le main event parce que je vois pas de profil UFC Noche, tu sais, au-dessus de ça. Comme ça, de mémoire. À moins que, ils mettent un Volk Yair Rodriguez en main event. Oh, est-ce que ça t'intéresse? Non, mais est-ce que c'est pas possible que ça arrive? Si. Parce que honnêtement, Bah, regarde, je crois pas. y a qui en face, y a qui en face de Volk là? Qui ils lui mettent? Ils ont promis à Yair Rodriguez le combat pour le titre. Il y a qui en face? Ouais. C'est ça la question. Attends, je vais aller voir le classement. Mais attends, Bah, le classement, c'est l'UFC. Evloev. Diego Lopez vient d'être battu, donc il reste Evloev. Rodriguez. Il y a qui d'autre derrière? Bah attends, Non, mais parce après, que c'est pas au niveau. il y a donc Max Holloway on le compte plus, il est plus là. T'as Evloev, t'as Lopez, Yair Rodriguez, Arnold Allen, Brian Ortega, Liron Murphy classé 7, Aljamain Sterling classé 8, Josh Emmett et Jean Silva. Donc quand tu sais que Movsar Evloev il est Mais booké, Sterling est... Ah Sterling oui, Sterling. il est classé 8. Il est classé 8, ça Ouais. fait loin. Brian Ortega, c'est pas la peine, il s'était fait détruire. Arnold Allen, il est sur quoi Arnold Allen là? Allen, il est sur une victoire, il me semble. Putain, avant tu pouvais cliquer, ils ont changé leur façon de faire, c'est nul. Avant tu cliquais sur le nom et t'avais les combats. T'as dit il est sur une victoire, c'est ça? Il me Mais semble que bon, oui. Diego Lopez, il est booké contre Jean Silva. Jean Silva quand même, ils le font passer de la 10 à la 3 direct. Euh, donc Mosvar, il est booké. Donc il reste Arnold Allen. Arnold Allen. Hop. Arnold Allen. Il est sur une victoire contre Giga Chikadze. À la décision unanime. En juillet 2024. Putain, ça fait longtemps qu'il a pas combattu lui aussi. Ouais. Peut-être Arnold Allen, mais bon. Arnold Allen, Oh, il j'y a crois perdu pas. contre, il a perdu contre Mosvar Evloev et contre Max Holloway, coup sur coup. Même si contre Evloev, on sait très bien ce qu'on pense Mosvar, de cette décision, tu vois, mais bon, ça reste deux défaites contre deux personnes, tu vois, alors dont une qui a battu, que Volkanovski a battu 3 fois, tu vois.
Non, mais Volka, il va patienter. Volka, il va patienter, et ça sera ou le vainqueur de... Ou Jean Silva s'il gagne, ou Mosvar s'il gagne. Je sais pas. Peut-être. Mais moi, je sais que je serais pas étonné qu'il nous fasse un Yair 2 quand tu sais que le combat, certes, il l'a mis KO, mais que il y avait match avant le KO, quoi, à l'époque. Il l'a pas mis KO. Ça va être à la décision. Il l'a mis KO, Yair Rodriguez. Si je me trompe pas, hein. Ah non, je crois que tu te Euh... trompes, hein. Attends, je vais revérifier, mais il y a tellement de combats aussi. Qu'est-ce que tu veux? Je Volkanovski, crois. The Great Volkanovski. Mais c'est pas lui qui l'a mis. Je me Attends, rappelle si je pas. me trompe pas. Yair Rodriguez, TKO, troisième round. Quel round? Troisième round? Ok. Mais oui, tu sais, il va le chercher en lutte et il vient tu sais, à la fin, il change de niveau et puis il finit par le mettre TKO en grand and pound. Enfin, il le touche et le met TKO en grand and pound. Je m'en rappelle plus. En fait, il accélère dans le round 3 et il finit par l'avoir. Ok. Et oui, ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Donc ouais, je sais pas. Moi, je serais pas étonné de voir ce combat-là quand même. Je serais pas étonné. On verra. On verra. On verra ce qui sera annoncé. Mais bon, en tout cas, s'il y a pas ce combat-là, parce qu'il y a Rodriguez en main event, tu sais, d'un UFC Noche, ça passe complètement, tu vois. Volkanovski un peu moins en termes de consonance hispanique, on repassera. Mais par contre, là, ça passe avec un co-main avec Diego Lopez et Jean Silva, en sachant que effectivement, tu vois, encore une fois, tu vois, Jean Silva, il passe Diego Lopez, admettons. Tu fais et puis Volkanovski, Bayer, Rodriguez derrière, bah pareil, tu peux encore organiser un petit face-off dans la cage. Tu vois, si vraiment ils sont Ah, dans cet t'es objectif-là, très parce qu'il y en a de plus face-off en en ce plus, moment-là. mais ils en font de plus en plus. Moi, je te dis, j'ai l'impression qu'ils préparent la suite. J'ai l'impression qu'ils préparent Ah, la suite parce qu'ils en font de ça fait plus en très plus. catch, hein. Mais oui, depuis qu'il y a TKO, tu vois, ça se fait de plus en plus. Donc moi je te dis, potentiellement ça peut être main et co-main, tu vois, ces deux combats-là. À voir. On verra si l'avenir me donne raison. Faire une petite capsule, enfin vous avez compris l'idée quoi. Euh, vous avez compris l'idée. Bref, on enchaîne. Almeida qui call out Aspinal, encore une fois. Parce qu'il call out un peu tout le monde celui-là, mais après il a raison, il a besoin de manger lui aussi, il a besoin de combattre. Il dit si le combat contre Jones ne se fait pas, allons-y champion. Oublie Gann, il t'a esquivé avant et il m'évite maintenant. En plus de ça, il a déjà perdu 2 fois en combat pour le titre et la dernière victoire était un vol. Faisons Aspinal versus Almeida pour le titre incontesté. On a déjà parlé de ce combat sur un épisode. Bien sûr, sauf que là, on a le call-out officiel. Il surfe sur le fait que il y a justement Jones qui prend sa retraite, donc voilà, il tente sa chance. Il tente sa chance. Maintenant, moi, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que comment dire? On va voir si ma théorie, tu sais, de l'UFC ne voulait organiser Aspinal Gann que à la condition que ça soit pour un titre incontesté. On verra si ça va se faire parce que je vais cumuler les deux. Parce que voilà, l'actu d'après c'était, parce que c'est pas vraiment des actus, mais t'as Curtis Blade, alors lui bon, qui a call out Gann suite à une victoire contre Kuniev là, Kuniev. Alors c'était une victoire qui était un peu controversée, on va pas se mentir, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il a perdu cette victoire à la décision. Et qui suite à cette victoire, il a call out Gann pour octobre ou novembre, tu vois. Donc on a Blades qui call out Gann, on a Almeida qui call out Aspinal. Potentiellement, on verra ce que l'UFC prépare. Tu vois, ils sont d'accord pour ces call-out ou est-ce que Aspinal contre Gann ça se fait parce que Aspinal, tiens, troisième actu, comme ça on va tout faire un sujet global, se dit ouvert à Gann. Il dit maintenant maintenant qu'il a la ceinture incontestée, il a ouvert la porte à Gann en plus d'Almeida et Volkov puisqu'il disait qu'il se préparait pour les deux autres profils et pas pour Gann. Il dit un des gars que je n'avais pas encore combattu, c'est Cyril Gann, un Français. C'est le combat que j'espère obtenir, que j'espérais obtenir à l'époque, mais il m'évitait. Il mérite que je lui inflige une correction. J'espère que ça se fera. Tu vois, c'est marrant qu'aujourd'hui, et encore une fois, qu'il est maintenant champion incontesté, il rajoute
dans la besace Cyril Gane en disant voilà, j'espère lui donner une correction, lui infliger une correction. C'est marrant quand même, comme tout s'aligne comme ça d'un coup d'un seul. Euh, ouais, après, lui aussi, il veut sa legacy à Spinal et il sait très bien que le numéro un et le combat que tout le monde veut voir, c'est contre Gann. Comme tu l'as dit, il a battu les autres de toute façon. Donc, c'est le seul combat qui fait sens actuellement. Non, il y a Almeida qui l'a jamais affronté non plus. Oui, mais Almeida au classement, il est loin. Ouais, oui. Pas si loin que ça, je crois, de mémoire. Attends, je vais revoir. Je vais revoir ça. Il est où? Aspinal. Il doit être 5. Il est 5. Il est 5, hein, c'est pas déconnant, hein, chez les lourds. Hein. C'est pas C'est pas déconnant chez les déconnant, lourds. mais Almeida, j'ai pas envie de combattre tout de suite pour la ceinture. Il a battu qui dans le top 5? Actuel, personne. Et le seul qu'il Personne. a affronté dans le top 5, c'est Curtis Blade. Il a perdu. Il a perdu. Donc Mais non, avec un style, ça n'a. avec un style qui est pas compatible avec le sien, qui est moins compatible avec le sien, tu vois. Je suis d'accord, mais faut quand même. Tu vois, quand il y a des bons en avant pour combattre pour la ceinture, c'est bien quand les combats sont répétitifs. Tu vois, quand plus haut c'est du déjà vu, etc. Qu'il faut de la nouveauté. Là, il y en a pas besoin. Là, le Ghana Spinal, c'est de la nouveauté. Il se tourne autour depuis quelques années. Tout le monde en parle. C'est le seul combat à faire en poids lourd. Je suis d'accord. Pour moi, comment je le vois, je verrais un Gane Aspinal et je verrais bien Almeida combattre un Volkov. Ça me parle. Tu vois, c'est un vrai test. Ouais, ouais, Et ouais. Je suis ok. le vainqueur est le prochain. Euh, ouais. Soit. Non, parce qu'il faut caler Blades aussi. Et Blades, vu sa dernière performance, il faut le caler, qui va se caler plus Elle est loin. dégueulasse. Elle est Il va se caler dégueulasse, plus ouais. Ou loin. alors tu fais la revanche Blades Pavlovich. Ouais, par exemple. Parce que les deux sont sur une performance dégueulasse. Parce que Pavlovich, c'est son combat contre Rosenstruck Oui. où c'était vraiment pas fou. Blade c'était pas fou non plus, donc oui, tu peux faire la revanche entre les deux et faire les autres combats que t'as dit, ouais, ça a du sens. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, non, tu vois, pour moi, c'est des combats qui sont à faire. S'ils sont intelligents, c'est ce qu'ils font. Et comme ça te laisse une porte ouverte. T'espères que Almeida passe. Et si Almeida y passe, bah, ça te fait un contender, tu vois. Si nous refait une soumission premier round à un Volkov, là, pour le coup, sa hype, elle en prend tu sais, elle monte, elle est upgradée d'un coup. Et ça fait un contender sympathique. S'il le soumet, même pas premier round, s'il le soumet, ça fait une hype tout de suite. Ouais, Et pour moi, il a la ouais, ouais. possibilité de le soumettre. Hein. Parce que Volkov, il est bon au sol, mais il a pas le niveau de lutte d'un Blades. Blades, il a su le stopper en lutte sur le deuxième round. Il a su capitaliser. En fait, il s'est fait jeter en l'air pendant le premier round 9 ou 10 fois. Je sais plus combien de takedown il a pris. Et après, derrière, il a su le stopper suffisamment pour le mettre KO. Bah, sur une Avec erreur. sur C'est une une erreur. erreur, hein. C'est les coudes, hein. Ouais. C'est Ouais, les on est coudes d'accord. qu'il prend. Donc, je pense que c'est un combat qu'on est même amené à revoir cette revanche. Et l'erreur, il la fera pas deux fois, Almeida. Je suis J'en d'accord. suis quasi sûr. Mais Volkov, moi, je pense qu'il est capable de le soumettre. Large. Surtout qu'il est grand, il va descendre dans les jambes tu sais, enfin, c'est très bien hein, que plus t'es grand, plus tu tombes de haut. Hein. Plus t'es lourd, plus tu tombes fort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas avantagé pour les phases de lutte, tu vois. Ouais, même s'il nous montre quand même une certaine agilité, Volkov, hein. Tu vois, malgré sa taille, c'est quand même pas le plus facile à ramener au sol. Non, pour un Cyril Gane, c'est sûr qu'il avait pas réussi à l'amener au sol. Mais pour un Almeida, je pense qu'il l'amène. Ouais, Almeida, je pense qu'il l'amène. De toute façon, ouais. s'il a réussi à acheter Blades 10 fois en l'air,
Je pense qu'il amène Je pense Volkov. qu'il amène tout le monde au sol dans la KT Almeida. Je pense qu'il a le potentiel d'amener tout le monde. Et des grands segments là comme ça quand t'es au-dessus, quand t'es en... Je vais faire plaisir à Julien parce qu'il m'a dit... Hier je l'ai vu Julien, tu sais j'ai été m'entraîner à la Gracie Barra hier. Et donc il m'a encore parlé en anglais. Il a voulu me mettre dans un bourbier avec un Ukrainien là. Il lui avait parlé en anglais, genre comme quoi comme je comprends quand même, j'ai deux trois petites notions, comme quoi je le traitais de pussy et que tous les Ukrainiens je les traitais de pussy. C'est vrai que je déteste ces Ukrainiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas selon Julien Casier. Et donc, qu'est-ce que je veux dire après? Je lui dis qu'il me mettait dans sa sauce là avec l'anglais. Il me dit ah tu parles de plus en plus en anglais justement dans le podcast, donc je vais lui faire plaisir. Si Almeida est en top position, ces grands segments, parce qu'il me parle de top position, bottom position, donc ces grands segments, ça sera un vrai plaisir d'aller les titiller, tu vois, pour un Almeida, je pense. Il a pris une Kimura face à Spinal, je pense qu'il peut prendre une Kimura Ouais, avec Almeida. ouais, d'accord. Donc bon, on verra, on verra. Si on était matchmaker de l'UFC, en tout cas, moi c'est comme ça que je verrais la chose pour voir venir, tu sais, sur du long terme, enfin du long terme, du moyen terme, on va dire dans cette KT. On enchaîne avec justement, on en parlait tout à l'heure quand on regardait le classement. Ortega va affronter Sterling, parce que tu me disais Sterling tout ça, mais il est loin. Mais en tout cas, voilà, c'est le combat qui va se faire à Shanghai, l'UFC Shanghai, le 23 août prochain. Euh, Est-ce que je suis le seul à être hypé par ce combat? Dis-moi tout, mon cher Rolly, parce que j'aime bien ce côté Ah non. travail au sol qui peut être exceptionnel, tu vois. Ah oui. Bah, de toute façon, quand il y a deux experts du sol qui s'affrontent, je peux que kiffer. Donc, en plus, les deux ont un style assez dynamique. Non, franchement, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je sais qu'on va avoir du sol. Parce que, en plus d'être bon au sol, Sterling a une super lutte. Mhm. Donc, forcément, ça ira au sol. Je pense même, c'est clairement lui qui a l'avantage sur cette partie du combat, sur la partie lutte. Donc, c'est lui qui aura le choix de la distance. Non, c'est un très bon combat. Sterling, dans cette KT, j'aime beaucoup les combats qu'il propose. Enfin, même dans la Oui. KT d'en dessous, hein, mais c'est vrai que dans cette KT, là, j'aime bien les oppositions qu'on a eues. Et puis Ortega, à chaque fois que je le vois sur une carte, je me dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Il est fatigué, t'as l'impression qu'il se blesse tout le temps, etc. Mais fait des Mais c'est combats. un guerrier. Eh oui. C'est un guerrier. Il fait toujours des combats de fou. Donc, même quand il se fait down, même quand il se fait toucher, c'est ce qui arrive quasiment systématiquement à chaque premier round. Et ben, le mec va au bout et en plus, il te sort des grosses perfs. Donc, Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis il est dangereux au sol. Il fait partie de ces personnes qui ont cet instinct du finish. Mais comme un Sterling, j'ai envie de te dire, hein, avec Sterling, avec ses prises de dos, tu vois, moi, juste ça, tu vois, savoir si Sterling est capable de prendre le dos d'Ortega, tu vois, ça me plaît énormément parce que dans les c'est défenses de ça qui est dos, dans certains intéressant. scrambles, tu vois, dans certains scrambles, il y a la possibilité à Ortega de trouver des fenêtres pour aller attraper quelques soumissions. Donc C'est j'aime ça qui est bien, très j'aime intéressant. bien cette incertitude, tu vois, entre les deux. Ah, c'est un combat qui me Ouais, hype je suis énormément. d'accord. Ouais, Qu'ils ont pas le ouais. même jeu. Ils ont pas du tout le même jeu au sol. Ils apportent pas les mêmes dangers, même s'ils savent faire le style de l'autre, parce que c'est des mecs qui savent tout faire. Mais leur Mhm. chemin de victoire au sol n'est pas le même. Donc, qui va réussir à imposer le sien, ça va être super intéressant. Ouais. Et derrière, tu fais la revanche à l'UFC BJJ, et là, je suis un homme heureux. Moi, j'espère qu'à l'UFC BJJ, on aura des fights de combattants UFC, tu vois. Tu sais, j'aimerais beaucoup, tu vois, qu'il y ait cette organisation-là. Mais bon, on verra comment ça se passe. En tout cas, j'ai vu UFC BJJ, il va y avoir, tu sais, différentes dates. Je crois que le prochain, c'est en octobre. Il y en a à peu près tous les 2-3 mois, des UFC BJJ, donc j'aime bien la fréquence. J'en préférerais plus, bien sûr, mais je pense que ça se mettra en place petit à petit. J'aime bien, j'aime bien. Bref, c'est une petite parenthèse, mais ça me hype beaucoup ce petit événement-là. Donc ouais, 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 j'aime bien ce fight, histoire de clôturer l'été, enfin en tout cas la saison des vacances de la meilleure des manières. Écoute, je signe, je signe.
En parlant de combat, Ouais. j'en ai parlé tout à l'heure, Dricus du Plessis a fait fuiter le co-main event de sa carte, puisqu'il va combattre à l'UFC 319 le 16 août à Chicago. On a dit qu'on allait préparer cette analyse, et il a déclaré sur les réseaux sociaux que le co-main event serait Paddy Pimblett contre Justin Gaethje. Donc il dit c'est un combat génial, un combat génial. Il le dit 2 fois parce que c'est un combat. Il est comment? Il est génial. Il est génial. Mais il colle pas du tout avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur Paddy Pimblett. Autant pour Justin Gaethje ça colle, mais j'avais oublié en fait. J'ai pris mes notes, mais j'avais oublié. Ah, tu vois, c'est pour ça. Le deuxième. Eh oui, eh oui, eh oui. En fait, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure. Je t'ai dit, mais attends, il est pas booké, Paddy. En fait, c'est cette info que j'avais vue. Ouais. J'avais vu le truc Gaethje contre Pimblett. Je savais pas que ça venait de Dricus. Ouais, j'ai oublié aussi. Moi, je l'avais oublié. J'ai pris les notes hier et puis après, j'ai pris 2-3 étranglements. J'ai oublié après. Alors, en termes de classement, ça s'entend. Hein. Maintenant, stylistiquement, ce combat ne m'attire pas du tout. Des dernières perfs qu'on a vues des deux, je suis quasi sûr à 100% que Gaethje va taper. Ouais. Ah, mais le truc, c'est que pour Paddy, c'est le combat idéal. En termes de légitimité, ouais, bah oui, il s'installe tout de suite. Ah, oui, parce qu'il a une certaine intelligence de combat. Il va pas se laisser submerger par les. Alors, ça reste Gaethje en face. Hein. Gaethje, faut pas en prendre de 30 000 non plus. Hein. Tu vois, il a du punch, il fait mal, il a des low kicks assassins. Là-dessus, il y a pas de problème. Maintenant, tu sais, Paddy Pimblett quand même, il a dans la gestion de ses fights, il est plutôt intelligent dans le game plan. Même si c'est pas forcément beau visuellement, mais le game plan ils sont toujours bien faits. Derrière lui aussi, il a une grosse puissance de frappe avec ses jambes, et puis chaque opportunité au sol, elle sera létale. Et quand on sait que Gaethje c'est une tortue, tu sais, je vais le surnommer, c'est Justin Franklin Gaethje. C'est Franklin la tortue le type. Ah, quand il ne recherche pas ses choux de Bruxelles dans son doudou, il prend des soumissions. Donc c'est tout le problème. C'est tout le problème, tu vois. C'est tout le problème. Effectivement. Ouais. Maintenant, comme tu dis, pour Paddy, c'est le choix parfait pour gratter encore des places. Mais d'un autre côté, s'il peut avoir l'accélérateur de carrière et passer directement à la ceinture, autant sauter sur l'occasion. Hein. Parce que finalement, prendre Gaethje, ça va pas t'apporter grand-chose. Bah, ça va surtout te faire perdre du temps. Tu vois. Mais donc ça veut dire que là, si se passe ce combat-là et que Dricus du Plessis et nous donne la véritable info, ça veut dire que pour le coup, c'est Tsarukyan le prochain. Parce que je vois pas, ou à moins que Topuria attende, mais s'il attend pas et qu'il y a un fight avant Makhachev, c'est que c'est Tsarukyan. Ouais. Parce que je vois personne d'autre. Non. Non, il y a personne d'autre. Mais c'est intéressant. Hein. Après, dans tous les cas, moi, ça m'intéresse. Dans tous les cas, ça m'intéresse. On verra. Quand on aura des certitudes, tu vois. Quand on aura des certitudes, on en reparlera. On termine avec la question auditeur. La question auditeur qui est où d'ailleurs? Ah oui, parce que comme j'ai repris des notes, elle est là. Donc c'est une question de Jinko d'Autriche qui nous dit, dans la jeune histoire du sport, du MMA, quelle est la ceinture d'organisation que vous trouvez la plus jolie niveau design? Bien sûr, on peut en avoir plusieurs. Et j'aime bien cette question parce que je me suis jamais posé justement la question. Alors déjà, remettons le contexte. Parce que je parle souvent avec Jinko d'Autriche, justement, qui est un de nos gros auditeurs, qui est un d'ailleurs des modérateurs à l'époque du forum Ikusa. Donc, quel est le contexte de cette question? C'est parce qu'on débattait sur la ceinture de l'UFC BJJ, justement. Ou cette ceinture des Power Rangers. Où quand tu la vois en premier lieu, tu fais waouh, et puis après tu la regardes dans les détails, tu fais ouais, elle fait un peu cheap quand même, tu vois, parce que elle fait penser effectivement à une ceinture Power Rangers. Moi, il y a un truc, et comme ça, je vais mettre cette image dans la tête de tous nos auditeurs, et j'espère que vous serez nombreux. Tu sais à quoi elle me fait penser? Les gâteaux que tu décores à la pâte à sucre, là, tu sais. J'ai l'impression que tu mets un petit coup de couteau là-dedans, tu coupes une part et tu veux la manger. Donc, c'est vrai. Il y a vraiment ça.
Et les gens disent après, Genre un truc Marvel un peu, ouais, je sais pas, ça me fait penser à Deadpool, à Spider-Man. Je sais pas, elle est particulière. Elle est pas moche, hein. Elle est pas moche, mais elle fait too much. Elle fait too much. Alors par contre, c'est sûr que tu la dissocies bien des autres. Elle est très reconnaissable. Moi, le dernier truc qui m'a marqué aussi sur cette ceinture, c'est quand elle a été mise, tu sais, à la taille des combattants, tu sais, à leur taille. Parce que là, elle était plus donc dépliée, mais fermée. Est-ce que, alors, ça va parler que à des gens qui regardent des émissions qui font tu sais, quand j'essaye quand je veux acheter une moto, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je regarde, tu sais, des comparatifs, je regarde un petit peu tout ce qui se fait. Tu me connais, tu sais, moi, je pourrais travailler chez UFC que choisir. Tu vois, moi, je fais des benchmarks de ouf, tu vois, pour tout ce que j'achète. Tu le sais. Et donc, il y a beaucoup de vidéos qui se font en Inde. Et en Inde, les motos, elles ont une plaque d'immatriculation. Je crois que c'est en Inde. Ouais, elles ont une plaque d'immatriculation à l'avant. Tu vois, t'as la plaque à l'arrière, comme on a nous en France, et puis t'as la plaque à l'avant. Et je te jure que la plaque champion dessus, je te jure, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à la calandre d'une moto avec cette plaque, tu sais, cette plaque d'immatriculation. Et j'avais vraiment ce truc-là. Donc j'avais et le gâteau et la plaque d'immatriculation. En tout cas, tout ce qui m'a fait penser à cette ceinture, il y avait rien qui avait de rapport avec la bagarre. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on Donc peut voilà pas le la contexte. qualifier de plus belle ceinture qu'on a vue. De plus Original, voilà. original, c'est le terme. Original. C'est le terme. C'est le terme. Non, même la ceinture noire autour. Non, je pense qu'ils auraient pu faire un truc mieux que ça. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire un truc mieux que ça. Mais donc voilà la genèse de cette question. Et maintenant, le monde entier attend notre réponse. Tiens, je vais te laisser commencer. J'ai déjà assez parlé pour l'instant. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de ceintures qui se ressemblent et que c'est plus un attachement presque à l'orga qui va te faire parler. Mais moi, il y a deux ceintures que j'aime beaucoup. La première, elle est pas en MMA, c'était la ceinture du K1 Grand Prix que j'aimais beaucoup. Ah oui, mais là Mais parce que tu sors du cadre. On a parlé de ce sport. Mais vas-y, d'accord, ok. ouais, donc K1 et en MMA, c'est la ceinture du Pride Grand Prix. Ah oui, toi t'es resté c'est ton âme d'enfance qui parle. Ah ouais, C'est ta moi Madeleine de j'arrive Proust. pas à décrocher. J'arrive pas à décrocher du Pride. D'ailleurs, les Kobakan Sakuraba, tu sais. Non, ouais, je suis d'accord. Mais moi, tu sais, c'est un peu pareil que toi, hein. Tu sais, c'est Madeleine de Proust. Moi, le Pride, j'ai regardé, mais moins que toi. Moi, j'ai vraiment commencé plus avec l'UFC. Moi, c'est l'ancienne ceinture de l'UFC, justement, la nouvelle, elle est pas moche. Je m'y suis habitué, même si au début, pareil, j'ai eu un petit goût de cheap quand je l'ai vu, tu sais, par rapport à l'ancienne. Mais c'est vraiment déjà la première ceinture de l'UFC qui moi défiait toute concurrence. Tu sais, quand la vois même, tu sais, les champions qui ont eu cette chance d'avoir les deux. Tu sais, l'ancienne et la nouvelle, et que des fois tu voyais des countdowns ou des trucs comme ça, tu sais, où t'avais Ouais, leur ouais, ouais. mur leur glory hall, tu sais, avec les comment dire, les ceintures, tu vois, les différentes ceintures. Ouais, toute leur ceinture. L'ancienne, elle a de la gueule. L'ancienne, elle a vraiment de la gueule. Il y avait un truc particulier. Et maintenant, dans les ceintures que j'aime bien, Bah, il y en a deux, mais qui se ressemblent un petit peu, mais pareil, tu vois, c'est celle du Rising et celle du KSW. Pour moi, en termes d'esthétique, c'est celles qui sont peut-être les mieux travaillées. Tu vois, et après, je pense que ça va aussi. Tu parlais de l'amour pour l'organisation, mais c'est con, mais le nom, en fait, de l'organisation aussi fait beaucoup sur une ceinture quand il est écrit sur la ceinture. Le nom ou le logo ou ce genre de choses. Quand le logo, il est beau, ouais. ça joue, en fait, sur l'esthétique de la ceinture. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que celle du Ryzen, elle est pas mal aussi. Ouais. Et je suis d'accord avec la première de l'UFC qui fait moins gadget que la nouvelle. C'est vrai qu'elle fait plus gadget la nouvelle. Alors, je m'y suis fait aussi. Ça y est, je suis habitué. Je vais pas dire qu'elle est moche, mais elle fait plus Camelot que la ceinture originale. D'accord? On dirait qu'elle est en plastique. Ouais. Alors elle l'est pas, hein, parce que quand tu vois comment il galère à la porter, tu te rends compte qu'elle est pas en plastique, mais c'est vrai qu'il y avait un truc plus, ouais, je sais pas, plus de gueule. Il y avait vraiment ouais, l'ancienne ceinture, elle était plus esthétique, vraiment.
Là, encore une fois, tu sais, c'est pareil, c'est un peu la ceinture du Power Rangers, quoi. En fait, le Ouais, c'est ça. designer des ceintures UFC, je crois qu'il a été trop bercé par par ce type de manga, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, je préférais l'ancienne, qui était un peu plus, tu sais, avant il y avait le décorum, les Spartiates, tu vois ce que je veux dire, tu sais, à l'époque de Zoufa, tu sais l'entrée, enfin le Ouais. début avec l'entrée des Spartiates enfin c'était pas les Spartiates, qu'est-ce que je raconte, Les des gladiateurs. des gladiateurs, exactement, Gladiateurs. des gladiateurs qui étaient là en train d'attendre dans les caves du Colisée, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, dans les geôles du Colisée, dans les coulisses du Colisée, tu sais, c'était vraiment, il y avait tous décorum et cette ceinture-là, je sais pas, je trouvais qu'elle collait beaucoup plus. Aujourd'hui, ouais, je sais pas, ça fait, ouais, je trouve que ça fait un peu cheap, même si on s'y fait, ça fait un peu cheap. Alors je comprends l'idée, hein, d'économie avec les rubis mis les uns à côté des autres, tu vois, pour que, en fait, tu rajoutes à chaque fois un rubis en termes de victoire. Mais je sais pas, j'aime moins l'idée, j'aime moins l'idée. Bref, Ouais, c'est une je suis question, d'accord. voilà, c'est tout, c'est tout. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Jinko d'Autriche, j'attends la tienne maintenant aussi en commentaire. Je sais que tu la mettras. Et puis les autres, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle est celle qui vous fait le plus vibrer. Si vous êtes d'accord avec nous, si c'est ce côté Madeleine de Proust, tu sais vraiment sur la chose que tu apprécies, que tu as apprécié dans le passé, ou si c'est une toute autre explication. On est prêt à tout entendre, les amis. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de chaque actu, savoir sur les projections qu'on a fait dans les différentes KT, si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres visions. Écoutez, n'hésitez pas. De toute façon, on en discutera en commentaire. Toujours dans le respect et la bonne humeur, s'il vous plaît. Les commentaires de merde, on s'en fout. De toute façon, plus ça va et moins je réponds aux commentaires qui sont soit redondants, tu sais, où on en a déjà parlé 1000 fois et que tu me remets encore le même argument et que ceci et que cela, bon, je réponds plus. Et parce que c'est du temps perdu, hein, répéter 1 milliard de fois la même chose. Moi, au début, j'ai les pouces qui chauffent au bout d'un moment. Et sinon, bah, si c'est trop. Ouais, si ça manque de respect, c'est pareil. On va plus se prendre la tête. On est fatigué, ok, on est fatigué. C'est la fin de la saison. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Et le lien vers un porte-fight avec le code promo TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!